Non, en fait, c'est vraiment en toi, mais ça. c'est ça. Parce que souvent, on me dit, mais comment t'as fait j'aimerais bien avoir ta force, ou j'aimerais bien... Mais en fait, je sais pas comment j'ai fait. Tu vois ce que je veux dire? Alors oui, je sais comment j'ai fait dans la pratique. Je sais ce qu'il fallait faire, j'ai enchaîné et tout. Mais comment j'ai fait pour m'entraîner autant? Comment j'ai fait pour gérer psychologiquement le truc? Je sais pas. Et la preuve, c'est qu'à la fin, j'ai fini par faire un mini burn-out quand mon chat est décédé. Ouais. Du coup, ça a été le déclencheur. Ça a été, si tu veux, la dernière goutte. Les procédures s'étaient arrêtées en mai. En août, il est mort. Et alors là, du coup, c'était... c'était la dernière goutte. Et là, j'ai dit stop. C'est fini. Là, c'est bon, j'en ai marre. Bonjour Lorraine. Bonjour Thierry. Merci d'être là. Merci de m'avoir invitée. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur ton parcours? Comment tu en es arrivé à faire aujourd'hui du coaching? Alors au tout début, je travaillais du coup dans la sphère cosmétique, donc rien à voir. Et j'ai fini par vouloir me réorienter dans le milieu du sport parce que je voulais vraiment travailler sur l'humain, sur l'amincissement, etc. Donc ça, c'était vraiment la première phase. Ensuite, je suis partie dans la préparation physique. Et en fait, je me suis pris de passion pour le sport. La musculation. Et j'ai commencé à faire des compétitions, donc j'ai passé mes diplômes. Et je suis restée à peu près 4 ou 5 ans en équipe de France IFBB, en bodybuilding, où j'ai fait du coup des compétitions internationales, etc. Et au final, je me suis vite rendu compte que ça suffisait pas, que le physique c'était bien, mais que mentalement, il fallait quand même se préparer, puisque moi, je m'étais aussi préparée, on va dire, mentalement pour mes compètes. Et du coup, j'ai fait une formation, et de fil en aiguille, ça m'a de plus en plus intéressée. Et c'est vrai que le développement personnel m'a toujours intéressée. J'ai toujours lu beaucoup de livres, j'ai toujours dedans, en fait, depuis très longtemps. Et ensuite, les événements de la vie ont fait que j'ai aussi voulu comprendre l'humain, pourquoi il réfléchissait comme ça, pourquoi moi je réfléchissais pas pareil, etc., etc. Et en fait, naturellement, ça s'est fait, Ça s'est fait naturellement. assez simplement. Ça s'est fait naturellement. Voilà. Le sport est arrivé tard alors dans ta vie? Alors j'ai toujours fait du sport, on a toujours fait du sport à la maison, depuis tout petit, on a fait beaucoup de sport avec mon frère, et c'est vrai que ça a toujours été là. Et à un moment donné, en fait, j'ai voulu, je devais avoir 24, 25 ans, donc ça fait à peu près 10 ans. D'accord. Maintenant, en faire mon métier, et l'allier en fait à ce que je faisais avant. Et au final, j'ai complètement abandonné l'idée que j'avais de base, parce que je me suis vraiment pris de passion pour le sport, et je suis partie dans tout ce qui était musculation, compétition, IFBB, etc. D'accord. Et voilà. Donc tu t'es pris de passion pour la musculation? Oui. De façon plus spécifique? Totalement. Ouais. Et comment tu passes de la passion de la musculation à typiquement te retrouver en équipe de France? Eh ben ouais. Alors déjà, j'ai passé mon BPGEPS, beaucoup de muscu, comprendre comment le corps il fonctionne, etc. Et je me suis dit, pourquoi pas faire une compétition? Alors je pense que c'était un peu question d'ego ou de confiance. Moi, j'avais jamais vraiment trop confiance en moi, donc je me suis dit, allez, peut-être que... Voilà. Okay. Et au final, j'en ai fait une, et ça s'est très bien passé. Et en fait, moi, quand ça se passe bien, dès le départ, j'enchaîne. Et en fait, j'ai enchaîné, je crois, facilement 4 ans, 5 ans. Mais la préparation de la première compétition, parce que c'est quand même un sport qui est particulier, oui. Ça demande du temps de se préparer. Oui, c'était très long. Donc, entre le moment où tu décides de le faire et le moment où tu participes à la première compétition, il s'est passé combien de temps? Je crois que je me suis préparée, j'ai commencé en septembre et la première, c'était avril. Donc, je crois que j'ai fait ça. Ouais. C'est arrivé super vite. Mais vraiment, comme je te disais tout à l'heure, je suis un peu en on-off. Donc, quand je mets on, c'est tout. Je donne tout. Tu fais tout à fond. Donc, pendant 6 mois, j'ai vraiment tout donné. Et puis, j'ai eu des super résultats aussi parce que j'avais la génétique pour, et le physique pour, et le métabolisme pour aussi, on va pas se mentir. Bien sûr. Et le mental. Et c'est vrai que mentalement, j'ai quand même, autant mentalement que physiquement, je me suis quand même entraînée. Mais le mental, c'était naturel pour moi. Ça venait tout seul. Et je m'en suis rendu compte après, pas sur le coup. Okay. C'est après que je me suis dit, mais ça, je l'ai fait et tout. Mais en fait, ouais. Et il y a aussi l'environnement, parce que typiquement, pour arriver à ce niveau-là très rapidement, tu étais donc dans un environnement qui était porteur? Oui, j'étais célibataire, j'avais pas d'enfants, je pouvais penser qu'à moi, mes entraînements, mon travail, parce qu'à l'époque, je travaillais en salle de sport, puisque j'avais fait du coup mon BPGEPS. Donc, j'étais en salle de sport et j'allais m'entraîner le matin à 6h du matin, je me souviens. Et ensuite, j'enchaînais ma journée de boulot. Et donc, je faisais mes tubes, mes trucs, enfin voilà quoi. C'était vraiment, tu sais, comme tu vois, les personnes qui font maintenant les compètes, que je vois maintenant à l'heure actuelle, qui sont vraiment à fond dedans. Mais c'était ça, pendant 4 ans, ça a été ma vie en fait. D'accord. Et tu m'as indiqué que tu avais le mental pendant tes compétitions et ensuite tu as suivi une formation de préparation mentale. Entre ce que tu pensais avoir et ce que tu as découvert pendant la formation, c'est quoi la différence? Alors, je dirais que c'est les outils. Les outils que j'avais pas forcément moi personnellement. Alors moi, je faisais beaucoup de visualisation toute seule sans m'en rendre compte.
Mais j'ai toujours été beaucoup dans mon imaginaire. Ouais. C'est un truc, tu vois, voilà, où j'ai toujours fait ça. Et en fait, je me suis rendu compte que voilà, je faisais de la visualisation de base. Et ensuite, plein d'outils que j'utilisais pas sur les routines, sur plein de choses à mettre en place. Voilà. Et ça m'a amené un cadre, on va dire. La formation m'a amené un cadre. Okay. Mais on va dire que c'était plus pour me dire que j'avais fait une formation et que voilà, il me fallait quand même une formation pour, tu sais, syndrome de l'imposteur. Je suis pas capable de, donc je veux, voilà. D'accord. Donc, ça t'a permis, en fait, de mettre de la compréhension, de l'intelligence, entre guillemets, Ouais. sur ce que tu utilisais de manière intuitive. Exactement. C'est ça, l'idée? Ouais. Ok, d'accord. Alors évidemment, je faisais pas tout intuitivement. Il y a plein de choses que j'aurais pu faire peut-être mieux, mais bon, ça a bien fonctionné pour moi, tant mieux. Voilà. Donc, et puis en plus, je dirais plus, si tu veux, que la formation, ce que m'a apporté la formation, ça m'a aidé dans ma vie perso après. Okay. Bizarrement, avec tous les événements qui se sont passés dans ma vie après, ça m'a aidé ensuite. Pourquoi bizarrement? Parce que initialement, c'était prévu, tu vois, de le faire pour le pro et pas pour le perso. Jamais j'aurais imaginé que personnellement, il se serait passé tout ce qui s'est passé dans ma vie. Voilà. Et je me suis jamais dit, tiens, il va te falloir avoir un mental, il va falloir que tu vives pendant quelques années où ça va être très compliqué pour toi, il va falloir que tu y ailles, quoi. Jamais j'aurais pensé ça. On va revenir sur quelque chose alors en particulier dont tu as parlé pour que les gens comprennent bien. Oui. La visualisation que tu utilisais en compétition, de quelle manière aujourd'hui... Alors déjà, de quelle manière tu l'utilisais et c'est quoi pour toi la visualisation? Et ensuite, de quelle manière aujourd'hui tu l'utilises dans ta vie quotidienne? Alors, à l'époque, ce que je faisais, c'est que tous les soirs, je m'endormais. Alors, je m'endormais très tôt, 21h, 21h30. Je fais toujours, mais là, c'est plus dû à l'âge, on va dire. Et je m'endormais, je mettais mon casque, ma musique, et je visualisais. Tu sais, on avait ce qu'on appelle le T-walk ou le E-walk, donc des postures qu'on avait à faire sur scène. Et je m'imaginais, mais vraiment comme si j'y étais. J'étais dans mon trip, j'étais dans mon truc. Et je faisais ça tous les soirs. Et j'ai fait ça tous les soirs pendant, je sais pas, 6 mois, quoi. Mais sans savoir réellement que c'était... voilà. Et du coup, évidemment, je pense que ça m'a aidée. Donc, je l'utilisais comme ça. Et ensuite, j'ai utilisé pour plein de choses différentes. Je visualise même, tu vois, des places de parking quand j'ai besoin d'avoir une place de parking. J'adore faire ça. C'est mon truc. Mais sur le coup, je savais même pas. Je savais même pas ce que je faisais. Donc, ouais. Souvent, sur tes posts, tu utilises le mot manifester, manifestation. Oui. Est-ce que c'est un lien avec la visualisation? Oui. Pour moi, la visualisation fait partie de la manifestation. Tu visualises ce que tu veux. D'accord. Et tu manifestes du coup ta réalité, en fait, tout simplement. Et c'est exactement ce que j'ai fait, mais sur plein de choses. Que ce soit matériel ou là, alors j'avais visualisé quelque chose avec toi, mais c'était pas le podcast, donc c'est encore mieux. Ouais. J'avais visualisé, je m'étais dit, ce serait bien quand même que je fasse, qu'on fasse un live ensemble. Et du coup, j'avais fait ma petite technique, parce que j'ai des petits exos maintenant, parce que je me suis vachement renseignée ensuite sur la visualisation et la manifestation. Et j'ai fait plein d'exos. Et j'avais fait ça, je sais plus pourquoi avant. Après, je me suis dit, bon, allez, tiens, je vais faire ça avec Thierry. Et voilà, du coup, tu le sais en live, mais du coup, voilà. Ouais. Mais oui, parce que moi, je t'ai découvert à un moment donné, t'es arrivé dans mon fil d'actualité, c'était en janvier ou février, je sais plus, je t'avais laissé un message. Oui, j'ai commencé fin janvier. Non, je t'avais fait un like, je crois, je sais plus. Et puis, j'ai découvert il y a un mois, en recherchant ton adresse mail, que tu m'avais laissé un message fin 2022. Ça, c'était rigolo, je t'ai dit, j'étais vachement surpris. T'étais venu vers moi pour une formation. Ouais, c'est ça, exact. Ok, ça marche. Si aujourd'hui, tu devais me définir ce qu'est pour toi le mental ou la préparation mentale, tu le ferais de quelle manière? Alors, dans le sport, je dirais plus que c'est une mise en place d'outils pour avoir des habitudes et puis pour accéder à un but, un objectif. Pour moi, ça au niveau sportif. Après, au niveau de l'humain, au quotidien, je dirais plus que c'est pour s'accepter. Pour moi, c'est comme ça que je le vois, s'accepter, mieux vivre avec soi-même et les autres. Donc, c'est pas vraiment pour moi de la prépa mentale, mais c'est plus... de la compréhension mentale. La compréhension de soi, t'es plus sur quelque chose qui est psychologique. Oui et non, ouais. Oui et non? Ouais. Oui, pourquoi? Non, pourquoi? Alors oui, tout simplement parce que c'est vrai que j'ai un côté quand même qui est assez spirituel, que j'ai développé aussi. J'ai développé beaucoup ce côté spirituel avec les événements passé, personnel que j'ai vécu. Et ça m'a amené aussi à comprendre plein de choses. Alors peut-être que ça m'a permis d'accepter aussi mieux les choses. Et du coup, c'est un mélange pour moi de coaching, de prépa mentale avec des outils et de psychologie, de comprendre l'humain, pourquoi ci, pourquoi ça. Des choses en fait qui sont pas forcément cartésiennes ou que tu peux pas en fait quantifier ou nommer, tout simplement. Donc je navigue entre deux eaux. Ok. Tu as une approche aussi neuroscientifique.
Un petit peu, ouais. Donc, on est quand même là dans quelque chose qui est un peu plus cartésien. Comment tu l'utilises, cette approche? Eh ben, en fait, beaucoup moins que tout ce qui est psychologique, bizarrement, parce que je pense que j'ai pas forcément le public pour. Ok. Voilà, donc c'est vrai que je l'utilise moins, mais je l'utilisais, oh non, même pas en fait, à l'époque avec les sportifs que j'ai eus, non, même pas. Parce qu'en fait, alors c'est peut-être mon avis personnel, mais je trouve que c'est super, mais pour moi, c'était pas facilement buvable, entre guillemets, pour les personnes que j'avais en face. D'accord. Et du coup, ils n'arrivaient pas à comprendre. J'arrivais pas forcément, peut-être moi aussi, à bien leur expliquer ou à leur amener les choses. Du coup, voilà, je suis allée vers des choses qui étaient peut-être plus simples pour eux et pour moi. Et, Tu t'es adapté. Et c'est exactement ça. Je me suis adaptée à mon public, en fait. C'est normal. Donc aujourd'hui, tu fais de l'accompagnement, du coaching, de groupe ou individuel. Oui, c'est ça. C'est quoi ton approche, si tu devais la définir? Je dirais que c'est une approche qui est holistique. Donc, on va amener du spirituel, on va amener des outils de visualisation, de manifestation. Alors, pas forcément, j'aime pas l'outil, par exemple, challenge, objectif. D'accord. Parce que les personnes, encore une fois, avec lesquelles je travaille, sont des personnes qui ont beaucoup d'anxiété, de stress, et c'est des termes qui les stressent, justement. Donc, du coup, j'ai pas ces outils-là avec moi, mais c'est un mélange, en fait, de choses qui s'imbriquent bien les unes avec les autres et qui, pour moi, sont entre le rationnel cartésien et le psychologique, en fait, et le spirituel. Ouais, voilà. Pour revenir sur ton public, puisque tu l'as entre guillemets, d'accord, donc les personnes que tu accompagnes, est-ce que tu as des profils types en ce moment de personnes qui sont en recherche d'accompagnement? Essentiellement les femmes. D'accord. Oui, essentiellement les femmes. Alors, j'ai des hommes, mais c'est essentiellement les femmes. Ouais. Parce que je pense aussi que ça réfère à mon passé. D'accord. À moi, mes blessures. Et du coup, comme moi, j'ai réussi à soigner et comprendre certaines choses, je pense que j'arrive beaucoup mieux à travailler avec elles parce que j'arrive à les comprendre tout de suite aussi. Donc, c'est plus simple pour moi. Et sur ce public, il y a des thématiques en particulier qui reviennent? Alors, c'est vrai que c'est plus tout ce qui est confiance en soi, estime de soi, amour de soi, de base. Mais à la base, elles viennent surtout pour des problèmes relationnels. C'est-à-dire C'est-à-dire des problèmes de couple. Des problèmes de couple. Voilà. Ouais. Donc, comme on disait, oui, je suis pas love coach, mais au final, c'est vrai que c'est souvent des problèmes relationnels de couple, ou même pas de couple, mais en tout cas de relations avec le sexe opposé, bizarrement. Et ça amène effectivement sur un problème de confiance en elle, d'estime, de choses, de valeurs ou de limites qu'elles n'arrivent pas à fixer. Et du coup, elles attirent aussi des personnes qui sont pas forcément bonnes pour elles. Bonnes pour elles. Voilà. Adaptées. Voilà, exact. Alors moi, je rencontre aussi évidemment dans mes accompagnements ce type de profil. En tout cas, ces thématiques qui se répètent de façon permanente. C'est quoi ton approche, toi, du couple aujourd'hui, et quand tu as en face de toi une femme qui est en difficulté par rapport à sa relation? Alors déjà, je me focus sur elle. Qu'est-ce qu'elle veut? Quelle valeur elle cherche chez la personne? Quelles limites elle a aussi? Parce qu'en général, elles n'ont pas beaucoup de limites. J'essaie vraiment de savoir, qu'est-ce qu'elle recherche. Et en soi, en général, elle recherche tout, mais rien. Donc en fait, comme c'est pas très précis et comme c'est, je veux une vie de famille, je veux des enfants, je veux trouver quelqu'un de bien, mais c'est quoi quelqu'un de bien? Et en fait, quand on creuse, on se rend compte qu'elles n'arrivent même pas à mettre des valeurs sur la personne qu'elles recherchent. En tout cas, le type de personne qu'elles recherchent. Et du coup, forcément, quand on ne sait pas ce qu'on cherche, on attire des choses qu'on ne veut pas forcément. Donc, j'essaie déjà de les rassurer là-dessus et de leur faire comprendre qu'il faut déjà être bien avec soi-même, se comprendre, savoir ce qu'on veut déjà pour soi, pour son futur, et donc qu'est-ce qu'on attend de la personne qui va être avec nous et qui va faire un bout de chemin avec nous, quoi. Ok. Alors, tu parlais des valeurs. Moi, je parle aussi, comme tu as des valeurs, des besoins, typiquement. En couple, ce sont deux personnes qui se rencontrent, qui, à un moment donné, vont couvrir des besoins. Mais la question, c'est quels sont tes besoins? Est-ce que tu sais quels sont tes besoins? Les miens? Non, pas les tiens. Mais c'est de la personne, en fait. Oui. Alors après, la plupart, elles savent pas. Elles savent pas. Elles sont perdues, en fait. Elles se sont même, des fois, jamais posé la question. C'est ça. Elles ne se sont jamais posé la question. Quand je leur parle même de valeurs, elles ne savent pas. Donc, même les limites, quand je leur dis, il y a telle limite, est-ce que toi, c'est une limite qui te convient? Qu'est-ce que tu en penses?
ah non, mais ça, c'est trop. Ah non, mais... Et en fait, petit à petit, elles se rendent compte que, ah oui, non, là, effectivement, j'aurais dû poser cette limite-là. Là, c'est pas normal. Mais sur le coup, en fait, elles sont complètement dans le flou. Enfin, en tout cas, quand moi, elles viennent me voir, elles sont en général complètement dans le flou et paumées. Vraiment. Et stressées parce qu'elles sont dans un état de panique, parce que soit elles sont en rupture, soit elles sont voilà, dans un état qui n'est pas serein pour réfléchir calmement aussi. Donc, tu passes par une approche qui est un peu pédagogique. C'est quoi des besoins, c'est quoi des valeurs, c'est quoi des croyances? Ouais. Déjà, pour qu'elles comprennent ça. Oui, c'est ça. Et sur ça, tu te rends compte qu'il y a un gros travail à faire. Je me rends compte que déjà, elles ne se connaissent même pas elles-mêmes. Donc, elles ne savent pas ce qu'elles veulent. Elles ne savent pas quels besoins. Déjà, même pour elles, en fait, elles ne s'occupent même pas d'elles-mêmes. La plupart du temps, elles ne s'occupent même pas d'elles-mêmes. D'accord. Elles s'apprécient à peine ou elles s'aiment, mais voilà, il y a toujours un problème aussi d'estime et d'amour de soi. Et ça, moi, ça me... Alors, c'est pas que ça me choque, mais je me dis c'est quand même dommage parce que, en plus, c'est des filles qui sont top. Alors là, j'ai pas une personne où je me dis non, c'est vraiment des nanas top, super gentilles, adorables et c'est pas normal, quoi. Voilà. Donc, ouais. Tu as un exemple, sans citer de nom, peut-être, de personnes que tu as accompagnées, qui est arrivée dans cette démarche et qui ensuite, avec ton accompagnement, a pu mettre un peu plus de compréhension sur qui elle était et être un peu plus épanouie ensuite. Oui, oui. Alors, j'ai pas un exemple, j'ai pas une personne en particulier, mais j'en ai plusieurs qui, oui, effectivement, se sont rendus compte de leurs valeurs. Et ça, moi, ça me fait plaisir, parce qu'elles se rendent compte de leurs valeurs. Et voilà, quand il y a des réactions en face qui sont pas correctes ou qu'elles rencontrent des personnes du sexe opposé qui sont pas OK du tout, et qui leur disent, ou tu sais, c'est dans les techniques un peu de manipulation, les trucs un peu pervers, bref, on connaît, les détectent en fait. Et quand je me rends compte qu'elles les détectent et qu'après c'est OK, je me dis, ah ouais, OK, là c'est cool. Au moins, je leur ai permis de comprendre aussi l'autre et de voir que là, c'est quelque chose qui est pas normal, qui est au niveau un petit peu pervers ou qui est, voilà, pas logique et pas sain pour elle en tout cas. Arriver à identifier la manipulation. Oui. Oui, ça c'est difficile, parce que des fois c'est sournois, Et puis des fois ça vient au bout de quelques années aussi, ça vient pas tout de suite. La personne n'est pas tout de suite dans la manipulation ou dans la perversion, des fois c'est plus long. Ben oui, c'est vrai. Alors, typiquement, les manipulateurs de haut vol, on ne peut pas utiliser le mot pervers narcissique. C'est ça, oui. Mais j'ai évité aussi. Voilà, ils ont des stratégies bien huilées. Ça va passer par une phase de séduction, ensuite d'isolement et puis d'humiliation. Donc ça peut prendre quelques semaines, quelques mois ou quelques années. Ça dépend en fait des personnes. Effectivement, mettre de l'intelligence déjà sur ça, c'est important. Oui. Très bien. Aujourd'hui, donc, tu es passé de la préparation mentale à de l'accompagnement, on va dire, aujourd'hui de couple, mais faire de l'accompagnement de couple, en fait, c'est faire de l'accompagnement de la vie, quelque part. La transition, comment tu l'as réalisée? Parce que ça ne doit pas être évident, à un moment donné, de se rendre compte que tu es dans une approche que petit à petit, tu es en train de basculer sur autre chose. En fait, je ne m'en suis pas vraiment rendu compte. D'accord. Je m'en suis rendu compte, pas quand c'était trop tard, mais quand voilà, je me suis dit, ah oui, en fait, la plupart du temps, c'est que pour des problèmes de couple. Et en fait, moi, à la base, je travaille avec des sportifs ou je travaille avec des personnes qui ont des objectifs, qui ont des challenges et qui veulent se challenger. Mais en fait, ça s'est fait au fur et à mesure du temps. Et je pense aussi que, vu que j'ai un petit peu parlé sur les réseaux de ma storytelling, de ce qui s'est passé dans ma vie personnelle, ça a un peu touché les gens. Et il y a beaucoup de femmes qui se sont tout simplement identifiées à ça et qui se sont dit, OK, je vais voir, parce que si elle a réussi, peut-être qu'elle peut m'aider, quoi. Donc, en fait, ça s'est fait doucement, naturellement. Après, dans mon cerveau, c'est vrai que ça a été un petit peu compliqué de me dire, là, je pars d'un truc très structuré avec des sportifs où vraiment je suis au taquet. Et puis, tu sais, les sportifs, comment ils sont, tu connais. Tu leur dis de faire un truc, ils le font, ils réfléchissent pas. Ils vont pas commencer à blablater. Non, voilà. Maintenant, il faut recadrer quelqu'un qui part complètement, tu vois. Et là, ça a été un petit peu... j'ai eu un petit laps de temps, mais ça s'est fait naturellement, en fait. Le sportif est plutôt pragmatique et tu lui proposes un outil, il va le tester pour voir effectivement ça marche. Alors que la personne qui n'a pas, on va dire, cette structure psychologique, ses bases, en fait, va être plutôt dans le questionnement et va rester souvent dans le questionnement. Donc, c'est vrai que moi, je suis passé par cette phase, donc c'est pas évident. Puis, j'y suis encore. Et typiquement, dans l'accompagnement et dans le coaching, c'est quand même la mise en action qui est importante. Donc, pour les personnes justement qui ont du mal à se mettre en action, comment tu fais? Ça m'intéresse. Je les pousse, je les force. Non, mais après, je leur donne des techniques ou je leur donne des objectifs. Alors moi, par exemple, des techniques que j'ai, donc on a parlé de la manifestation, mais je fais aussi beaucoup de journaling ou de scripting. Je leur demande beaucoup d'écrire. Parce que moi, c'est quelque chose qui m'a aidée. Et puis, on l'apprend de toute façon que le scripting et le journaling, c'est important. Et poser sur le papier ce que tu veux, savoir d'ailleurs même ce que tu veux pas. Pour moi, c'est hyper important. Donc déjà, qu'elle se fixe des objectifs par écrit, pour moi, c'est bien.
Mais ça peut être n'importe quoi. Et j'essaye, en fait, c'est vraiment du cas par cas. Il y a des personnes qui vont partir très vite, rapidement, et qui, du coup, ça va s'effilocher au fur et à mesure du temps. Et il y en a, tu te dis, oulala, ça va être dur, parce que du coup, voilà, tu sens que ça trébuche un peu, et en fait, bam, ça part. En fait, c'est vraiment du cas par cas. Il y a pas. Donc, je les laisse. Il y a des personnes avec lesquelles je passe pas tout de suite à l'action sur plein de types d'exercices que je leur donne, parce que souvent, je leur donne des exercices à faire. Tu sais, j'appelle ça des devoirs. Oui, c'est ça, oui. Voilà. Moi aussi. Oui, donc, il y a des personnes sur lesquelles, voilà, je me dis, bon, non, pas au début, tranquillement, on va y aller. Et puis, il y a d'autres personnes où c'est tout de suite. Ça dépend vraiment du cas par cas. Mais en tout cas, j'essaye de pas leur donner d'objectifs ou de challenge trop stressants. Parce que ce qui les stresse le plus, honnêtement, c'est le fait de se dire et de se poser des questions sur elles-mêmes. Elles m'ont toutes dit ça. Elles m'ont dit c'était horrible, tu nous as posé des questions là, c'était pas... Voilà. Donc en fait, elles ont du mal à réfléchir sur elles-mêmes. Et je sais que c'est un exercice qui est difficile. Au final, tu vas creuser, tu cherches et c'est un passage à l'action. Pour moi, ça qui est hyper important parce que pour moi, c'est le déclencheur de plein de choses. C'est là où tu réalises plein de choses sur toi, ce que tu veux pas. Mais c'est la première phase, le travail d'introspection. Ouais, exact. Et donc, elles ont peur de passer à l'action, de rentrer dans ce travail d'introspection. Elles ont peur pourquoi, en fait? Alors, je pense qu'elles ont peur parce qu'elles se rendent compte aussi de choses. C'est dur de se rendre compte aussi que tu n'as peut-être pas fait des erreurs, mais en fait, moi, je les responsabilise toujours. C'est-à-dire que je leur dis jamais ah oui, t'es tombé sur quelqu'un de mauvais, oh ma pauvre. Non, je leur dis toujours chez moi, on n'est pas dans le monde des bisounours, je suis adorable, mais par contre, je vais vachement te responsabiliser. Parce que si tu tombes sur quelqu'un qui a été pervers un petit peu avec toi ou qui a un peu été manipulateur, tu l'as peut-être pas vu au début, mais après, tu t'en es rendu compte. Parce qu'en général, elles ont des intuitions. Et c'est là où moi, j'arrive avec ma sphère un peu spirituelle en mode intuition, c'est qu'elles savent, elles ont l'intuition. Que la personne, elle n'est pas OK. Et elles y vont quand même. Donc, en fait, déjà, je les responsabilise là-dessus en se disant, OK, bon, voilà, tu te responsabilises là-dessus, il n'y a pas de souci, maintenant, c'est pas grave. Il faut pas se culpabiliser du fait d'y être allé, justement. Tu y as été, tu as vu, OK, tu n'iras plus. D'accord. Mais voilà, j'essaye vraiment de les responsabiliser. Je pense que pour moi, l'acceptation et ouais, le fait de les responsabiliser, c'est super important. Donc, ce travail d'introspection, c'est celui où on découvre finalement qu'on a mis en place des mécanismes, notamment psychologiques, et puis ces mécanismes, en fait, on va les répéter, ça s'appelle les apprentissages. Et à chaque fois qu'on les répète, ça nous amène toujours au même résultat. Schéma répétitif. D'accord, Voilà. Donc c'est rigolo, j'attire toujours le même type de personnes. Et découvrir ça, quand on découvre ça et qu'on découvre qu'en partie, quand on est responsable de ça, c'est ça qui est un peu difficile. C'est ça qui est dur. Parce qu'il va falloir modifier ça. C'est ça qui est dur parce que là, je pense qu'elles se disent, comme moi, en fait, je me suis aussi dit ça quand je me suis rendu compte de certaines choses. Waouh. En fait, c'est le premier truc, le waouh. Mais en fait, ah oui, d'accord, donc c'est un peu de ma faute quand même. Et ça, c'est dur de se dire ça. Hein. Ah, c'est un peu de ma faute. Je suis d'accord que là, sur le coup là, parce que c'est facile en fait et c'est ce que la plupart du temps tout le monde fait, c'est facile de renvoyer la balle à l'autre et de dire non, mais moi j'ai tout bien fait et puis l'autre, tu vois. Je trouve pas que c'est forcément un bon schéma. Parce que justement, tu peux pas faire ton introspection et puis tu peux pas avancer. Tu n'avances pas dans la vie, tu tournes en rond. Dans ton bocal. Alors, c'est ce que j'observe dans tous tes posts, parce que tu en parles souvent de cette responsabilité qu'on doit avoir. C'est super important pour moi. Et comprendre que déjà, on est responsable de tout et que tout part de nous. Donc, tu as des posts quand même qui... des fois, je suis un peu... Voilà, moi, souvent, j'ai mis 2-3 commentaires sur tes vidéos. J'ai eu des retours de personnes qui ne comprenaient pas. Donc, au travers de tes vidéos, des fois, ils perçoivent chez moi des choses qu'ils n'avaient pas encore vues. Donc, effectivement, se rendre compte que typiquement, la structure psychologique dans laquelle on est n'est pas adaptée à la vie qu'on a envie d'avoir, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Oui, parce que même des fois, elles sont dans des vies routinières qu'elles ont toujours voulu avoir. Elles ont la vie qu'elles veulent, mais elles ne sont pas bien. Et donc, il faut qu'elles se rendent compte qu'en fait, c'est pas OK. Pourquoi c'est pas OK? Parce que souvent aussi, c'est lié à l'enfance. Il y a des blessures de l'enfance, des choses. On revient toujours à l'enfance sur plein de choses. Et creuser son passé, c'est pas toujours cool. On n'a pas forcément envie. Parce qu'il faut aussi pardonner aux autres. La phase de pardon, elle n'est pas évidente. Voilà. Oui, donc les liens d'attachement dans lesquels on a évolué depuis qu'on est petit, peut-être devoir pardonner à ses parents. Exact. ce qui est pas évident. Dans la structure psychologique, en fait, c'est quoi le plus difficile? Est-ce que tu as un exemple? Enfin, tu as plusieurs exemples. Mais est-ce que tu as l'exemple d'une personne pour qui c'était tellement problématique que typiquement, assumer cette responsabilité, ce n'était pas possible pour elle. Le fait de se dire, finalement, ça vient peut-être de moi, ou je ne veux même pas savoir si ça vient de moi, parce que je ne serais pas capable de passer l'étape supérieure. Alors oui, j'ai 2 personnes en tête qui n'ont pas continué les séances.
Ok. Ouais, littéralement. Ouais. Parce que je pense que j'ai appuyé sur des points qui n'avaient pas... Et je leur dis toujours, hein, tu sais, moi, j'appelle toujours les personnes avant de commencer le coaching. Je fais un petit entretien, on parle ensemble déjà pour voir si ça passe, etc. Et je pense que j'ai appuyé sur les 2-3 premières séances sur des choses qui étaient compliquées. Mais voilà, je préviens toujours pendant ce petit appel. Voilà, il y a des choses qui vont se passer qui vont pas forcément être cool, mais nous ne sommes pas dans le monde des bisounours avec moi, donc... Et c'est normal, vous êtes là pour ça. Sinon, à la rigueur, comme on disait, il faut trouver un thérapeute qui nous convienne. Et je pense que j'appuie assez bien sur les choses à certains moments. Voilà. Tu as utilisé 2 mots là, sur lesquels je vais revenir, spiritualité, intuition. Oui. Et notamment l'intuition en particulier, parce que c'est un sujet que j'aime bien, parce que j'y travaille dessus en ce moment. J'écris un petit article. J'aimerais avoir ta définition de l'intuition. C'est quoi pour toi l'intuition? Parce que juste pour revenir sur ce que tu as dit avant, tu m'as dit les personnes répètent des schémas, elles rencontrent une personne et son intuition lui dit que c'est peut-être pas la bonne personne, mais j'y vais quand même en fait. Oui. Alors en fait, là par exemple dans ce cas-là, ça va être ce qu'on appelle des red flags. Tu sais ah il a fait ça c'est pas dans mes valeurs. Okay. Ou voilà, ça va être des choses où sur le coup tu vas dire non, ça c'est pas possible. Puis après tu vas dire oui bon, t'es peut-être énervé, oui bon, tu vas lui trouver des excuses. Alors que pour moi, il n'y a pas d'excuse. Quand tu as une intuition, un truc sur quelque chose quand même qui est important pour toi, on ne parle pas de choses futiles, hein. On parle de choses vraiment importantes. Pour moi, il n'y a pas de... C'est l'intuition. En fait, c'est humain, c'est naturel. Ouais. Tu l'as ou tu ne l'as pas. Mais je pense que... Et ça se travaille, l'intuition. Pour moi, ça se travaille. C'est la question que j'allais te poser. Pour moi, ça se travaille. Voilà. Alors, il y en a qui vont me dire non, pas du tout. Mais pour moi, ça se travaille. Et tu sais, quand t'es dans un groupe où tu penses un truc sur quelqu'un et puis tu dis rien, puis après, quelques semaines après, t'apprends, tu dis « Ah, je savais ». Ça, c'est une intuition. C'est un truc que tu sentais parce que tu le perçois. Après, il y a des gens qui ont plus d'intuition que d'autres. Ça, c'est sûr. Okay. J'en suis persuadée. Et il y a des gens qui le travaillent plus que d'autres aussi. Mais c'est vrai que moi, personnellement, j'ai toujours eu pas mal d'intuition et j'ai toujours ressenti les gens. Et donc, quand tu ressens les gens, tu sais qui t'es en face de toi à peu près. Ouais. Donc, tu t'ajustes. Mais il y a des gens qui n'arrivent pas à faire ça et qui ne s'ajustent pas. Alors, quand tu te dis que l'intuition, ça s'apprend, ça se travaille, donc ça se travaille au travers des expériences que l'on vit. Donc, ça veut dire que est-ce que ça veut dire que pour travailler son intuition, il faut mettre de la conscience sur les expériences que l'on vit pour en tirer les bonnes et les mauvaises Alors, oui et non, parce qu'au final, ce qui va être bon pour toi ne va peut-être pas être bon pour quelqu'un d'autre. En fait, pour moi, c'est des ressentis. C'est des choses que tu as en toi. C'est pas forcément explicable. Okay. Mais c'est quelque chose, tu sais que c'est pas pour toi. D'accord. Et c'est même pas une intuition positive ou ça, je sais que c'est pour moi, parce que ça, pour moi, c'est de la manifestation, par exemple. Okay. Ou je l'amène après à la visualisation. Okay. Mais quand c'est plus négatif, moi, je l'emmène à de l'intuition. Ou quelque chose, pas forcément négatif, mauvais, mais quelque chose où tu te dis, ah, je savais que ça allait se passer comme ça. Et au final, voilà. Alors, c'est intéressant ce que tu dis, tu ramènes ça à du négatif. Ouais. Moi, souvent, j'ai des personnes qui me disent, tu vois, Thierry, chaque fois que j'ai suivi mon intuition, j'ai pris une bonne décision. Ouais. Et je leur dis, c'est pas possible. Ouais. Parce que c'est ce dont tu te souviens. Hein. Mais donne-moi tes 20 dernières décisions. Est-ce qu'elles ont toutes été bonnes? Et à chaque fois, est-ce que tu as suivi ton intuition ou pas? Et donc, la personne, là, elle se dit, ah oui, peut-être que j'ai dit des bêtises. Donc, c'est pour ça que sur l'intuition, en fait, il y a beaucoup de débats. C'est ça qui est intéressant. Et d'avoir ta définition, mais c'est plutôt intéressant. Et pour moi, c'est vraiment, personnellement, moi, je le vis comme un ressenti. C'est tout de suite. Quand j'ai quelqu'un, même en visio, en face de moi, je sais tout de suite. Je peux pas t'expliquer le truc. Donc, on ressentit, il arrive comment ton ressenti par le corps? Ouais. Il faut savoir. Hein. Alors, par le corps, mais pas que. Ça peut être aussi... juste, des fois, je vais bloquer visuellement. D'accord. Mais il n'y aura aucun ressenti physique. Juste, je bloque et j'ai... Pas comme une vision. Je ne vais pas dire que j'ai des visions maintenant, mais je sais pas, il y a un truc. Je n'arrive pas à t'expliquer. Il y a un petit blocage. Tu sens que ton cerveau te dit ou ton corps te dit, ton système nerveux te dit. Ouais. Et c'est même pas... Non, parce que des fois, c'est même pas négatif, mais en général, quand j'ai ça, c'est qu'il y a un truc qui... bug un petit peu. Il y a un truc qui s'allume, qui te dit, exactement. Bon, attention. Ouais. Personnellement, pour moi, c'est ça. Et avec le temps et toutes les personnes que j'ai accompagnées, je me rends compte que pour la plupart, c'est aussi ça. Alors, il ne faut pas confondre intuition et peur aussi. Alors, parce que des fois, pour moi, quand tu as peur de quelque chose, c'est que... Alors déjà, tu ne veux pas que la chose se réitère. Hein. Ouais. Logiquement, c'est mieux. Mais tu es dans l'angoisse. Moi, quand j'ai une intuition, je ne suis pas du tout dans l'angoisse. Je n'ai pas du coup d'émotions négatives. Okay. Tu vois, même quand j'ai des émotions au niveau du corps, ça peut être des fois le cœur qui palpite un peu pour un truc, mais ça va pas être de la peur. Je sais même pas comment t'expliquer. C'est pas des sensations de peur ou d'anxiété.
Pas du tout. Alors que la peur, on revient dedans, pour moi, c'est de la peur, de l'anxiété, et tu vas commencer à stresser, en fait. L'intuition, pas du tout. Oui, la peur, on la ressent tout de suite dans le corps et dans le cerveau. L'intuition, c'est quelque chose qui est plus ferme pour toi. Bah, tu vois, c'est comme quand elles me disent, par exemple, elles me disent tout ça, oui, alors je l'ai vu, et puis j'ai eu des papillons dans le ventre, et puis j'ai eu ce truc, tu sais, tu connais. Et moi, je leur dis toujours, mais pour moi, c'est ma vision, encore une fois, pour moi, ça, c'est pas positif. Pour moi, ça, c'est pas forcément quelque chose de stable et de concret. Ça, c'est une émotion que tu as quand tu vois la personne. Parce que cette personne te renvoie à quelque chose chez toi. Mais est-ce que c'est parce que, du coup, tu vas prendre ça, toi, comme un coup de foudre, parce que c'est ce qu'on t'a raconté, ce qu'on a raconté dans les Disney, dans tout ce qu'on nous a dit quand on était petit, etc. Donc, toi, t'assimiles ça à ça. Mais pour moi, c'est juste le cerveau qui te dit « Ah, bim, bam !» et connexion et émotion, et voilà. Mais pour moi, par exemple, ça, c'est vraiment... c'est pas un warning, je vais pas forcément le mettre dans quelque chose de négatif, mais c'est pas forcément quelque chose de positif. Donc, ce que tu décris là, en fait, c'est la difficulté qu'a parfois les personnes à remettre en question leur système de croyance, en fait, typiquement, c'est ça. Je crois qu'il est fait pour moi ou qu'elle est faite pour moi, et je peux te le dire parce que je l'ai ressenti. Ouais, c'est ça. Mais ils s'en rendent même pas compte, pour eux, c'est naturel. Ils savent même pas ce que c'est qu'un schéma de croyance, ou ils savent même pas que, ok, ils ramènent ça parce que cette personne ressemble peut-être à l'ex de l'ex de l'ex, qui les a blessés il y a 5-6 ans, et il y a des similitudes, et du coup, bim, ils se rendent même pas compte de ça, c'est inconscient. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses alors? Parce que souvent, ces personnes fonctionnent dans des groupes, bien évidemment. Oui. Ma meilleure amie, mon meilleur copain, j'en ai parlé avec lui, j'en ai parlé avec elle, je peux lui faire confiance. D'accord, on appelle ça les groupes d'appartenance. Oui, c'est ça. Tu penses quoi, toi, de ça, des groupes d'appartenance? Parce que moi, c'est un sujet que j'aborde souvent, les groupes d'appartenance, et je dis aux personnes, sortez vite de vos groupes d'appartenance. Bah, c'est super important, les personnes qui t'entourent, parce qu'au final, elles vont gérer ta vie, entre guillemets. Moi, je dis toujours qu'elles gèrent ta vie. Elles gèrent ta vie parce que tu fais en fonction d'elles sans forcément t'en rendre compte, mais pour être accepté par un groupe. C'est ça? Besoin de reconnaissance? Exactement. Donc, du coup, tu fais en fonction du groupe pour pas être rejeté du groupe, parce que l'humain n'a pas envie d'être rejeté. Ben oui. Donc, c'est ça, oui, dans les besoins. Donc, j'ai ce besoin d'appartenir à un groupe parce que je sais que dans ce groupe, je vais être reconnu. Voilà. Ok. Et peut-être même plus que reconnu. Parce que s'il me porte un peu en ébullition, je vais peut-être même être au-dessus. Et donc ça, pour l'ego, c'est magnifique. Donc du coup, enfin, même pas l'ego, mais pour la personne, c'est magnifique. Et des fois, c'est même... Enfin, c'est plus pervers que ça, je dirais. Parce que, encore une fois, des fois, ils s'en rendent même pas compte. Ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être même le conjoint, qui peut être un petit peu comme ça aussi. Et c'est pour ça que moi, je leur fais toujours des petits cercles avec des personnes. Je leur dis, alors, dans ce petit cercle, tu vas me mettre ça. Dans ce petit cercle, ces personnes-là, et après, on en parle. Et en gros, oui, ils se rendent compte de choses par rapport à ça. Oui, on est la moyenne des croyances des personnes qui nous entourent. Exactement. Je vais noter un mot, on y reviendra après, mais est-ce que tu pourrais me donner ta définition de la spiritualité? Les questions pièges. Non, c'est ta définition, ton approche, en fait, parce qu'il n'y a pas de vérité. Oui. Tu veux que je te le dise maintenant? Ouais. Alors, pour moi, la spiritualité... Alors, tu vois, c'est drôle parce que j'étais très... J'ai fait des études scientifiques quand j'étais... voilà, je fais beaucoup de chimie, de biologie, parce que je travaillais en laboratoire, etc., avant de faire du sport, donc vraiment très cartésienne, 1+1, enfin voilà. Et pour moi, le scientifique primait surtout. Donc, il y a une étude scientifique, c'est que c'est OK. Il n'y a pas d'étude, c'est pas OK. Moi, c'était comme ça. Je cherchais pas à comprendre, j'étais très comme ça. Et puis, les événements de la vie ont fait que, bah, tu sais que voilà, j'ai perdu mon compagnon, donc le papa de ma fille. Et il s'est passé plein de choses sur ces quelques semaines qui ont suivi ce décès. Et très étranges, vraiment très étranges, qui, moi, m'ont beaucoup perturbée. Alors déjà, j'étais perturbée par le décès, évidemment, mais c'est des choses vraiment qui ne sont pas explicables, qui m'ont perturbée comme jamais. Et j'ai commencé à faire attention à certaines choses par la suite. Et petit à petit, je me suis renseignée, tu vois, je me suis un petit peu assouplie sur certaines choses. Et en fait, pour moi, la spiritualité, c'est juste ça, c'est de se dire qu'il n'y a pas que le monde physique, tu vois. Pour moi, il y a un autre monde. Voilà, c'est relié à ce dont tu parles souvent dans les vidéos, aux signes. Oui, aux signes. Oui, voilà, oui. Et j'en ai eu beaucoup là sur 2 jours, sur une autre personne aussi très chère à mon cœur qui est décédée il y a maintenant 13 ans. D'accord. Parce que bon, voilà, j'ai eu pas mal malheureusement de décès, mais bon, c'est la vie. Et du coup, que des signes là depuis 2 jours. Donc pareil. Et pour moi, ça, c'est pas, si tu veux, il y a des personnes qui vont dire c'est des coïncidences. Et je t'aurais dit ça il y a, il y a 7 ans. Il y a 7 ans, parce qu'il est décédé maintenant, ça va faire 6 ans. Il y a 7 ans, je t'aurais dit oui, non, mais c'est des coïncidences. Et puis tu vois, c'est du bullshit, c'est pour vendre des petites cartes oracles, tu vois. Je t'aurais dit ça, mais fois 1000. Et en fait, bah non. En fait, clairement, il s'est passé des choses tellement dingues que non.
Et j'en suis persuadée maintenant, tu vois. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que tu es vraiment d'une formation scientifique. Oui. Un scientifique te dirait ou pourrait te dire, on peut voir des signes partout. Oui, mais c'est ça. Oui, et puis même moi, en tant que coach avec la visualisation, je vais te dire, de toute façon, si tu cherches des signes, tu vas les voir. Je veux telle voiture, je vais la voir partout. C'est ça. Je veux ce chien-là, cette race de chien, je vais la croiser dans toutes les rues, parce que du coup, tu t'attends à la voir, donc tu la vois. On est d'accord. Mais là, c'est un truc un petit peu plus, pas perché, mais c'est des signes, Puis même moi, c'est des choses physiques qui se sont produites. Tu vois, c'est un truc sur une radio, tu vois, des choses, tu te dis, mais... Que se passe-t-il? Tu as un exemple ou pas? Ah oui, j'ai un exemple. En fait, c'était, on partait, d'ailleurs, ils pourront confirmer, mais on partait pour incinérer, du coup, le papa de ma fille. On était dans la voiture, on était 3, et il y avait 2 de ses amis très proches. Et du coup, radio, etc. Et à ce moment-là, je sais plus quelle musique il y avait, et là, c'était un gendarme, il était militaire. Okay. Et du coup, là, bim, sur la radio passe, tu sais, la musique de Funès, les gendarmes de Saint-Tropez. Okay. Et donc là, on rigole, et je leur dis, ah les gars, franchement, c'est vraiment grave. Mettre cette musique-là maintenant, franchement, c'est pas drôle, quoi. Et donc, ils me disent, bah non, mais c'est toi. Et non, c'est pas moi. Bref, donc tout le monde se renvoie la balle, on regarde tous nos téléphones, et je te jure que personne n'avait la musique. Et donc, du coup, au final, on s'est dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il n'arrivait pas à changer la radio, on a fini par éteindre le truc. Je peux te dire qu'il restait quelques kilomètres, il n'y en a pas un qui a parlé dans la voiture. Je sais pas si on était choqués ou on avait peur, puis moi, je comprenais pas, j'étais pas bien. Bref, et tu vois, ça, c'est très drôle parce que là, il y a 2 mois, j'étais à Paris avec une association qui s'occupe des orphelins, de la gendarmerie, avec la petite. Et j'étais à côté d'un orphelin aussi, qui est maintenant adolescent, qui est lui-même militaire, et son téléphone sonne, et bim, la même musique. Et tu vois, j'ai bugué sur le coup, je lui ai rien dit, mais en fait, tu vois, c'est que des trucs comme ça, à des moments précis, où tu vois, on était sur une péniche, ce même week-end, il y a une péniche qui passe, et bim, son prénom sur la péniche. Pendant ce week-end, il n'y a eu que des trucs comme ça. Et pourtant, c'est des trucs que je me suis rendu compte après. En revenant, en regardant les trucs sur mon téléphone, tu vois, donc sur le coup, j'y pensais pas. Mais voilà, donc il y a plein de choses comme ça. Il s'est passé d'autres trucs, mais bon, j'en parlerai peut-être pas là parce que c'est un petit peu plus bizarre. Mais voilà, et donc du coup, petit à petit, en fait, je me suis dit, ouais, non, mais c'est pas possible. Non, mais c'est très intéressant parce qu'on est peut-être observé. Oui. Tu vois, hors enregistrement, tout à l'heure en venant, tu m'as parlé notamment de tes rêves. Ouais. Moi aussi, j'ai perdu des personnes proches et des fois, la nuit, je me réveille, j'ai vraiment ce sentiment, enfin, c'est plus qu'un sentiment, physique. Que la personne est avec moi. Là. Ouais. Voilà. Tu peux nous parler un petit peu de ça ou pas? Ouais. Ça, c'est parce que c'est un lien avec la spiritualité ou pas? Oui, totalement. Mais en fait, il y a plusieurs choses. Il y a les liens physiques, donc soit les frissons, mais c'est pas un petit frisson, par exemple, quand on parlait, tu vois quelqu'un, t'as un frisson. Non, là, c'est un frisson qui te rend de la tête aux pieds. Donc là, c'est une présence physique. Ou alors même, des fois, tu peux sentir, pas la main, mais tu sens comme un contact, et c'est très bizarre. Tu vois, donc il y a ça, il y a plein de choses. Alors moi, les plumes, par exemple, c'est un signe pour moi, tu vois, que la personne est là. Les plumes, mais les grandes plumes, tu vois. Les plumes, les plumes, ça peut être une plume. En général, c'est des plumes, je sais même pas de quel animal pour te dire. Mais c'est des plumes, tu vois, les plumes, je vois tout le temps, enfin pas tout le temps, mais à certains moments des plumes, et je sais que je me dis, c'est lui, tu vois. D'accord. Alors après, t'y crois pas, mais pour moi, il y a des choses où voilà, des musiques, ça peut être des coïncidences même, plein de choses, en fait. Il y a tellement de choses. Tu vois, mais c'est vrai que tout ce qui est physique ou autre... Et puis, ça peut être, par exemple, la personne là dont je te parlais, que j'ai perdue il y a 13 ans. Là, par exemple, typiquement, j'en parle là, il y a 2 jours. Je me dis, OK, tiens, parce que je faisais de la moto avec lui, il est décédé en moto. Et j'étais pas avec lui à ce moment-là, mais en tout cas, on était allés au salon de la moto et je lui avais dit, j'achèterai cette moto, c'est sûr. Il m'a dit, OK, Lorraine, ça va bien t'aller, nanana, et tout. Et ce mec-là, c'était vraiment un soleil, mais vraiment, c'était un mec, bref, en or. Et il est décédé 2 jours après, je crois. Et je me suis toujours dit, je vais m'acheter cette moto. Je lui ai promis, je vais le faire. Bon, au final, ça fait 13 ans, j'ai toujours pas acheté, mais je vais le faire. Et du coup, son prénom est particulier, c'est pas un prénom courant. D'accord. Tu vois, c'est un prénom assez ancien. Et là, hier, je récupère ma fille de l'école et elle a la rentrée scolaire, ce qui est le CP ici en France. Ouais. Donc, grande école pour elle, tu vois. Et je regarde, du coup, sa maîtresse. Tu vois, et là, je vois le prénom, je dis, ah, c'est un homme. Elle me dit, oui, maman, c'est un homme et tout. Et là, je vois son prénom. Et je me dis, waouh.
Et j'en avais parlé le matin en story. Et il s'est passé encore un truc, je garde ma voiture ici pour venir à l'aéroport, bim, je tombe sur la même lettre. Et tu vois, ça, pour moi, c'est des choses... Ok. Dire le parking de l'aéroport, il est gigantesque, tu peux pas... T'as toutes les lettres de l'alphabet, quoi. Je me gare en face et je me dis, c'est quand même dingue. Donc pour moi, tu vois, il y a des signes, il y a des trucs comme ça. Après, encore une fois, voilà, les gens qui vont être très cartésiens vont te dire... Alors, voilà. les gens qui sont cartésiens, tu vois, en neurosciences, on explique en partie un peu ça, notamment par une partie du cerveau qui s'appelle le système réticulaire activateur, qui va repérer dans l'environnement, en fait, tout ce qui va consolider ta croyance. À un moment donné, je crois une chose, et puis c'est bizarre, mon cerveau est en train d'observer partout. Donc, c'est quand même quelque chose qui est décrit. Oui, donc, c'est intéressant. On peut quand même, tu vois, la spiritualité, la ramener un peu à la science. Donc, ça, c'est intéressant. Le rêve lucide, ça te parle? Alors, moi, je pense pas en avoir déjà fait. D'accord. Mais oui, ça me parle un peu. Mais je pense pas en avoir déjà fait. Alors, le rêve, moi j'en fais, je me suis même formé à ça. C'est bien, ouais. Tu as ce sentiment vraiment, enfin, à un moment donné, tu te réveilles, tu sais que tu es dans ton rêve. Ouais. Et tu vas décider en fait de la fin du rêve. Donc tu te racontes une histoire. D'accord. Et tu décides de la fin du rêve. Donc moi, ça m'arrive régulièrement. Ouais. Mais même des fois, je vais me lever pour aller aux toilettes, tu vois. Ah ouais. Et je me dis, il ne faut pas que je me réveille parce que je suis dans mon rêve. En fait. D'accord, voilà, c'est dingue. Donc c'est intéressant, mais ça se rapproche de ce que tu dis. Et puis moi, ça vient en complément de choses que tu vis aussi et que je vis moi aussi. Donc c'est plutôt intéressant. Ok, non, le cerveau n'a pas de limite. Non, moi je suis persuadée, et tu sais ce qu'on dit en spiritualité, c'est que les rêves, c'est une ligne de vie, c'est une de tes lignes de vie. Et du coup, dans tes rêves, tu vis une autre vie, en fait, tout simplement. Et c'est vrai que des fois, il y a des trucs, je me dis, waouh, je me réveille, comme je te disais tout à l'heure, dans la voiture, je me réveille et je me dis, mais c'est pas possible, j'ai pas dormi. J'ai fait une deuxième journée, je suis fatiguée, c'est pas normal. Tu vois, donc je suis entre les deux. Et c'est pour ça, en fait, que je l'amène au niveau du coaching, parce qu'en plus, ça parle à beaucoup de gens. Donc, alors, comment tu l'amènes au niveau du coaching, la spiritualité? En fait, c'est elle, en général, qui me l'amène, qui me pose des questions. Voilà, c'est elle qui me l'amène, et du coup, si elles sont ouvertes à ça, moi, j'en parle. Mais sans forcément... j'ai pas envie de rentrer dans quelque chose de trop perché, ou tu vois, de mettre mes croyances sur d'autres personnes, c'est pas l'idée. L'idée, c'est vraiment de comprendre et de se dire, ok, tu vois ça, est-ce que c'est quelque chose, par exemple, qui te conforte? Parce que je sais que quand moi, je vois ces signes-là, ça me fait du bien. Toi, je me dis, ah, c'est cool, ils sont avec moi. Les deux sont avec moi, tu vois, c'est ce que je me dis. Donc, pour moi, c'est rassurant. Mais donc, c'est positif. Si c'est des choses qui sont négatives, j'essaie de pas trop travailler dessus. Parce que le but, c'est pas justement, tu vois, d'enfoncer la personne ou que ça devienne négatif pour elle ou anxiogène, au contraire. Donc, voilà. Alors, c'est important ce que tu dis parce que les personnes, alors sur les réseaux sociaux, on en parlait aussi tout à l'heure, c'est que quand les personnes décident de te contacter, elles te contactent parce qu'elles ont déjà un lien avec toi. En fait, au travers de ce que tu racontes, elles se disent avec quelle je vais trouver des solutions. Donc, il y a ce volet, effectivement, spiritualité que tu dégages et les personnes viennent chercher ça. Et en même temps, quand tu accompagnes, tu ne peux pas les laisser que sur ça. Non, parce que je suis consciente que dans la matière... Donc ici, en fait, il faut que tu aies des aspects concrets. Tu peux pas rester dans le spirituel tout le temps et tu peux pas te dire que tu vis dans le spirituel et que ok, ça va guider ta vie et que non. Dans ce cas-là, à la rigueur, va vivre à Ibiza et puis tu vois. Mais pour moi, je suis vraiment entre les deux. Et j'ai toujours été comme ça, en fait, je m'en rends compte, mais je l'ai accepté maintenant. Alors qu'avant, je pense que j'étais très one en tout, tu vois. C'était l'un ou l'autre, c'était pas... Et là, je suis un peu plus entre les deux. Mais non, tu peux pas les amener que là-dessus parce qu'au final, il faut des choses concrètes et même au niveau, peut-être pas objectif parce que voilà, j'aime pas le terme objectif, mais au niveau apprentissage, moi, ce que je veux, c'est qu'elles apprennent des choses concrètes et pas qu'elles évoluent parce que développement personnel, encore une fois, c'est un truc que tu vois, j'aime pas trop. Pour moi, c'est de la compréhension de toi. Qu'est-ce que tu comprends de toi, qu'est-ce que tu vois, et c'est ça, moi, que je veux leur apporter. Mais le côté spirituel, un peu perché, quand c'est trop perché, justement, c'est trop perché. Ouais, c'est ça, c'est la définition en fait qu'on met derrière ce mot. Mais on se rapproche sur ça. Moi, il y a beaucoup de personnes sur les réseaux en ce moment qui me disent tes posts ont changé, tu es dans une démarche qui est un peu différente, tu es un peu aussi dans le spirituel. Moi, je ne trouve pas. Et j'ai même été contacté par une personne là, pour monter sur scène, tu vois, au Grand Rex, qui au début, et là, tu vois, la thématique, ça va être la visualisation. Super. Autour de la spiritualité. Génial. C'est en juin 2025. Tu vois, c'est un an. Génial, ouais. Et la personne, d'abord, elle a regardé mes vidéos. Elle me trouvait très cartésien, en fait. Oui. Donc, elle avait écarté le truc. Et puis, à un moment donné, elle revoit mes vidéos. Elle regarde dans mon fil d'actualité. Puis, elle m'a contacté. Elle me dit, mais en fait, t'aimes bien la spiritualité. Tu vois, comme quoi les gens... Oui, parce que c'est ça ou ça, en fait. Il n'y a pas de demi-mesure. Et c'est ça qui est dommage, parce que pour moi, c'est un tout. Et on fait partie d'un tout. On fait partie de la matière, mais on fait aussi partie du reste, tu vois. Donc, quand vous regardez les vidéos sur Instagram et que vous suivez Laurane, faites bien attention à ce qu'elle dit.
concentrez-vous aussi sur le contenu, parce que c'est vrai. C'est vrai. Voilà, le contenu, s'il vous plaît. Le contenu, et quand on est concentré sur le contenu, on va se rendre compte que tu as véritablement une approche holistique, comme tu l'as dit, et qui, du coup, peut permettre à beaucoup de personnes de rentrer dans cet accompagnement avec toi. Je vais revenir sur un autre mot que tu as utilisé tout à l'heure, que j'adore, qui est celui de l'ego, d'accord? Oui, je l'aime pas trop l'ego par contre. Alors c'est quoi pour toi l'ego? Alors pour moi, j'en ai une définition qui est particulière. Pour moi, c'est vraiment ton toi, mais je l'appelle un peu le allez, je sais pas quoi en faire, je lui mets sur le dos. Ou tu vois, c'est le ah ok. Tu veux pas ça de moi? Ok, ben oui, mais moi, de toute façon, tu vois, c'est un peu le truc que du coup, encore une fois, pour moi, c'est un truc que tu n'acceptes pas. Donc, tu vas rejeter ça sur l'ego. Et enfin, c'est ton ego qui va parler, tu vois, parce que tu n'es pas dans l'acceptation. Alors, est-ce que l'ego, ça serait... Alors, c'est bien défini, le concept de l'ego, notamment en psychanalyse, mais est-ce que ça serait un mécanisme de défense, l'ego? À un moment donné, je te dis quelque chose que tu n'acceptes pas et tu me dis, ben, c'est mon ego, en fait, qui vient de réagir. Alors, ça serait ça ou pas? Aussi de protection, je dirais. D'accord, c'est ça. Les deux, tu vois. Je dirais les deux. Ouais, ça peut être les deux pour moi. Okay. Et il faut un petit peu d'ego. Tu vois, ne serait-ce que par amour-propre. Il te faut un petit peu, tu vois, je pense, d'ego. Mais tu peux pas tout mettre sur l'ego. Parce que dans ce cas-là, tu deviens... c'est compliqué. Ouais, l'ego, en fait, on le ramène au moi, à l'identité, en fait. C'est qui je suis. Voilà. Et donc, il y a cette partie de moi qui me protège. Voilà. Alors, des fois, elle se suradapte, elle ne me protège pas dans les bonnes conditions, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bah, c'est ça, parce qu'en fait, ça te dessert. Ça te dessert, par exemple, dans les relations amoureuses, de ce que je vois quand les mecs ont beaucoup d'ego. Alors là, je parle des hommes, désolé, parce qu'à chaque fois, on me dit oui, c'est aussi valable pour les hommes ou les femmes. Oui, mais bon, moi, je travaille avec des femmes, donc je parle des hommes. Mais je reprécise. Donc oui, ils ont un certain ego, et du coup, ça dessert la relation, parce qu'au final, ils n'arrivent pas à apaiser le truc, à avoir une conversation correcte, et ça sous-jacent plein... Enfin, comment dire, ça t'engraine un tas de stress et un tas de choses qui sont pas nécessaires. Si tu te poses, tu te calmes et tu dis « Ok, lui, je le mets de côté. L'ego, il est mignon, mais j'essaye de pas y penser, même si c'est dur. » Et j'essaye de me poser, d'avoir une discussion, et après, je le reprendrai. Donc, l'ego est une partie de nous? Pour moi, oui. Une partie. Pour moi, oui. Ah oui, non, pour moi, c'est pas la totalité. Mais après, tu as des personnes qui deviennent leur ego. Pour moi, parce qu'elles se connaissent pas assez, et du coup, elles n'ont pas aussi assez confiance en elles, je pense. Parce que quand tu as une bonne confiance de toi, que tu as une bonne estime de toi et un bon amour de toi, logiquement, ton ego, il est là, il est en protection et tout, mais il n'est pas non plus en mode suradaptation, tu vois. Et chez l'homme, il serait plus développé que chez la femme? Je vais me faire bannir d'Instagram. Non. C'est sur mon podcast. Oui, c'est ça. En même temps, je suis à 70% par des femmes. Tu pourras couper. Voilà, bah nickel. Je dirais oui. Honnêtement, je dirais oui. Ok. Ouais. Et pour quelle raison? Tu as une explication par rapport à ça? Je pense que l'homme a besoin de se sentir supérieur. D'accord. Mais ça, c'est animal, j'ai envie de te dire. Hein. Y a pas de... Pour moi, c'est pas négatif quand je dis ça, au contraire. Je comprends bien, oui. Mais pour moi, c'est vraiment même animal. Le mâle, dans la nature, a besoin de se sentir supérieur face à la femelle, tu vois, sur plein de choses différentes. Parce que la femelle, c'est l'énergie féminine, t'es dans la protection, la famille, tu vois. Et le masculin, il est censé être là. Et je pense que, du coup, à force de trop intellectualiser tout, eh ben, tu te mets dans l'ego. Parce que tu veux prouver à la personne que t'as en face que t'es là, quoi. Donc, l'homme serait dans une énergie qui est différente? Tu parlais d'énergie? Oui, pour moi, oui. Ok. Alors, pas tout le temps, parce que maintenant, il y a beaucoup d'hommes qui sont dans des énergies féminines, un petit peu plus féminines que masculines. C'est quoi être dans une énergie féminine? C'est se laisser... Alors, j'ai une image que j'adore donner en coaching, et ça fait beaucoup rire mes clientes. Je leur dis toujours, les filles, faites la biche. Une biche, elle court, elle est toute légère, elle fait la biche. Hop, la biche, elle court, elle s'en fout de tout, la biche. Bah ça, pour moi, c'est l'énergie féminine. D'accord. C'est pas tu t'en fous de tout et peu importe les répercussions. C'est juste, tu sais que le masculin est là pour te protéger, t'accompagner, et toi, t'es OK. Voilà. Tu gères ce que t'as à gérer, parce qu'il faut que tu gères quand même des choses. Mais par contre, je parle dans une relation là, hein, dans une relation de couple, tu sais que t'es tranquille. Ton masculin est là pour faire son rôle d'énergie masculine. Et toi, d'énergie féminine. Parce que quand il y a trop d'énergie féminine chez l'homme, alors en général, de toute façon, les contraires s'attirent. Hein.
Parce que l'énergie masculine de la femme, c'est-à-dire une femme indépendante, moi j'étais vachement dans mon énergie masculine au début, et je le suis encore un petit peu maintenant. Tu sais, parce que t'as pas le choix, parce que moi j'ai pas eu le choix, j'ai dû élever la petite seule, j'avais mon entreprise, enfin tu vois, tout ce qui fait que du coup, tu dois prendre une place. Ben oui, tu dois combler le vide en fait. Voilà, combler le vide et avoir une place hyper forte du papa, de la maman, du chef d'entreprise aussi, parce que moi j'ai ma boîte, donc voilà. Et du coup, il faut que tu gères. Et comme il faut que tu gères, eh ben, tu t'amènes aussi des situations où on te prouve qu'il faut que tu gères. Donc tu vas attirer des hommes qui vont te prouver que, ouais, vas-y, gère. Moi, je reste dans mon énergie féminine, je fais rien. Tu vois, ou et en fait c'est que ça, et du coup tu attires que ça, mais parce que tu dégages ça. Si tu dégages pas ça, tu n'attires pas ça. Et donc cette énergie masculine que tu as dû surproduire mais c'est exactement pour ça, t'adapter dans tes environnements. Oui, c'est ça, ouais. Sans m'en rendre compte en plus. Elle a impacté ton ego du coup. Ah oui, je pense. Parlons-en. Oui, non, je pense bien sûr. Ouais. Après, j'ai eu un moment où je me suis posée moi-même et je me suis dit, ah non, là, faut que ça cesse. Tu vois, où je me suis dit, non, là, c'est plus possible. Comment tu prends conscience de ça quand tu arrives au bout. Quand tu es toute seule comme ça, à prendre en charge tout ce que tu dois prendre en charge, quand tu es au bout, c'est-à-dire en fait, si tu veux, moi, il y a eu le décès il y a 6 ans, ça va faire 6 ans en octobre, là, et en fait, j'ai géré plein de procédures judiciaires et de choses pendant plein d'années, et j'étais en marche automatique. C'est-à-dire que j'ai géré les choses, mais pour moi, alors tu vois, tu me parlais de rêve lucide, pour moi, ces 5 années-là, j'ai eu ma vie avant le décès, j'ai eu ma vie pendant ces 5 années, et maintenant, là, depuis quelques mois, j'ai ma vie après. Mais en fait, pour moi, c'était vraiment ces 5 années-là, c'était comme un rêve lucide. C'est-à-dire que j'ai géré 4 avocats, j'ai géré plein de procédures judiciaires parce qu'il le fallait et que c'était mon rôle de protéger mon enfant, donc je l'ai fait. Mais au final, c'était pas moi, j'étais pas moi-même, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, j'ai dû prendre le lead, comme un homme aurait pris le lead à la maison, en mode non, attends chérie, là, c'est un problème, je gère le problème. Moi, il y avait personne, donc j'ai pas eu le choix. Et du coup, je me suis mis dans ce rôle-là, mais malgré moi, je m'en suis même pas rendu compte. Je m'en suis rendu compte à la fin, quand j'étais épuisée déjà, et quand en fait, je me rendais compte que oui, voilà, les relations que j'avais autour de moi n'étaient pas forcément le type de relation que je voulais non plus, et que j'en faisais trop, parce que j'en faisais beaucoup trop. Et j'étais épuisée, et je suis tombée vraiment en épuisement au bout d'un moment, et je me suis dit non, là, c'est plus possible. Parce que je faisais trop de choses. Donc le corps suivait plus. Ah non, le corps, le cerveau. T'as plus d'énergie. Et en fait, j'ai eu plein de problèmes. Tu vois, je me suis bloqué le dos. J'ai fait de l'eczéma. J'ai eu des problèmes, des petits trucs, rien de grave. Mais j'ai eu plein de trucs et je me suis dit, mais en fait, c'est normal. Son corps, il te dit stop. Pendant ces 5 ans-là que tu viens de nous décrire, où tu avais le sentiment de ne pas être toi, mais tu étais quand même là, est-ce qu'avec le recul, t'as pas l'impression d'avoir été en observation de toi, si. comme en étant dissocié, tu sais? Maintenant, en fait, moi, je l'appelle l'avatar guerrier. Pendant 5 ans, c'était mon avatar guerrier. Comme dans Avatar, tu vois. Je la vois là, bleue, et je me dis, ok, c'était elle, et pendant 5 ans, elle était là. Et pendant 5 ans, elle a fait ce qu'elle devait faire, et elle l'a bien fait. Je dis pas le contraire, mais à un moment donné, je lui ai dit, c'est bon, maintenant, j'ai plus besoin de toi, donc tu rentres à la maison et tu me laisses redevenir, ou en tout cas, pas redevenir, parce que je redeviendrai jamais la personne avant le décès, mais en tout cas, la personne que maintenant je veux être. Mais je sais, tu vois, que c'est un prisme de moi-même. Elle fait partie de moi, et je sais que si un jour il y a autre chose qui arrive, bim, elle ressort. Je sais que j'en suis capable, entre guillemets, mais je veux plus d'elle. Pour le moment, parce que c'était beaucoup trop à gérer. Mais effectivement, c'est comme si j'étais... en fait, je faisais du sport tous les jours. J'avais continué mes entraînements. J'avais des procédures judiciaires, tu sais, je t'en avais parlé. J'avais des stress, avocat, huissier, des mails, tu vois, plein de trucs qui, tu sais pas ce que ça va donner. Et puis des insultes, des choses. Tu vois, tu te fais attaquer de partout, bref. Et au bout d'un moment, en fait, je faisais tout ça. Et c'est ensuite que je me suis rendu compte, quand les 5 ans sont passés, j'ai arrêté le sport parce que j'étais épuisée. Physiquement, je pouvais plus. Et c'est maintenant que je me dis, mais en fait, Lorraine, tu fais 2 entraînements semaine et t'es fatiguée. Et t'as plus de procédure, t'es tranquille. Enfin, t'es tranquille, je bosse, j'ai toujours ma boîte et tout. Mais la petite, en plus, maintenant, elle a 6 ans, donc elle commence à être de plus en plus indépendante. Donc je me dis, mais comment t'as fait? Et je pense que c'est maintenant où je me dis, mais en fait, j'étais en pilote automatique. T'étais en pilote automatique. Alors, tout est intéressant dans ce que tu dis, mais ce que je note là, et c'est important pour les personnes qui nous écoutent, c'est que en fait, on a des forces en nous qu'on ne soupçonne pas, en fait.
Mais j'aurais jamais cru. Alors déjà, j'aurais jamais cru que ça arriverait. Et c'est pour ça aussi, comme je t'ai dit avant, que je me suis mis dans le développement personnel pour comprendre le cerveau et pour comprendre pourquoi ces gens-là m'ont fait ça. Pourquoi telle personne s'est retournée contre moi, pourquoi telle personne... Enfin, j'avais besoin de comprendre. Et en fait, j'ai compris qu'il y a des trucs que tu peux pas comprendre. Que l'humain fait des choses qu'il contrôle même pas. Donc, voilà. Du coup, une fois que j'ai compris ça, ça m'a quand même bien soulagée. Mais... excuse-moi ta question, du coup je suis partie, tu vois, là je suis partie. Non, on a des forces insoupçonnées oui, en fait. Oui. Et du coup, voilà, donc je pensais jamais que ça allait m'arriver un truc comme ça. Je veux dire, moi, à part des ruptures amoureuses où je te dis, l'ami que j'avais perdu il y a 13 ans d'un accident de moto, où j'étais très très proche, voilà, c'était le drame de ma vie qui s'était passé, mais sinon il n'y avait rien de... Et là, il m'est tombé en l'espace de un an, même pas en l'espace d'un an, il m'est tombé des choses. Et en fait, je me suis pris rafale sur rafale et j'ai pas compris. Alors, c'est ce qui transpire sur tes vidéos, bien évidemment. Et puis, les personnes qui viennent chercher, elles viennent aussi chercher cette force auprès de toi. Mais cette force, en fait, c'est elles qui doivent la trouver. Parce que c'est pas toi qui vas leur donner. Non, en fait, c'est vraiment en toi, c'est ça. Parce que souvent, on me dit, mais comment t'as fait j'aimerais bien avoir ta force, ou j'aimerais bien... Mais en fait, je sais pas comment j'ai fait. Tu vois ce que je veux dire? Alors oui, je sais comment j'ai fait dans la pratique. Je sais ce qu'il fallait faire, j'ai enchaîné et tout. Mais comment j'ai fait pour m'entraîner autant? Comment j'ai fait pour gérer psychologiquement le truc? Je sais pas. Et la preuve, c'est qu'à la fin, j'ai fini par faire un mini burn-out quand mon chat est décédé. Du coup, ça a été le déclencheur. Ça a été, si tu veux, la dernière goutte. Les procédures s'étaient arrêtées en mai. En août, il est mort. Et alors là, du coup, c'était... voilà, c'était la dernière goutte. Et là, j'ai dit stop. C'est fini. Là, c'est bon, j'en ai marre. Et voilà, il avait 15 ans. Pour moi, c'est pas un chat, tu vois, c'était une âme. Et du coup, ça m'a bouleversée. Et c'est là où je me suis dit, c'est fini maintenant, on arrête. L'avatar guerrier, il est mignon, mais j'en ai marre de mes batailles. Et du coup, oui, j'ai trouvé toute cette force. Je sais pas comment. Oui, alors... donc, les personnes, elles viennent te voir, elles te posent la question, comment tu as fait? Parce qu'elles veulent avoir une solution. Alors, c'est vrai que je sais quand même, il y a quand même des choses que j'ai mis en place, tu vois. Il y a quand même tu vois, j'ai fait ma formation de yoga aussi pendant ces 5 ans. Et en fait, toutes les formations que j'ai faites, je me suis rendu compte que je les faisais pour mon travail, mais je les faisais aussi pour moi. Je m'en suis rendu compte que je les faisais surtout pour moi. Et ça m'a appris plein de trucs, tous les exercices de pranayama sur le yoga au niveau de la respiration, la cohérence cardiaque. Tout ça, c'est des trucs que moi, j'ai fait et que j'ai mis en place, qui m'ont soulagée sur le coup, qui m'ont fait du bien. Mais sur le coup, je m'en suis pas rendu compte. C'est après où je me suis dit, mais Lorraine, en fait, tu vois. Mais sur le coup, tu te rends pas compte de ça. Et oui, donc du coup, tout ça, tous les exercices, puis le sport. J'ai pas arrêté le sport et je me suis rendu compte que mais ça m'a peut-être sauvé le truc, quoi. De pas avoir arrêté l'activité physique. J'ai continué mes entraînements, je m'entraînais comme une malade, alors que j'avais plus de compète, j'avais plus rien. T'avais plus de compète, t'étais fatiguée. J'étais épuisée. Mais avec le recul, parce que moi je dis aux personnes, souvent on a fait tous les deux du sport de haut niveau, donc il y a des personnes qui traversent des périodes difficiles où elles ont peu d'énergie, mais elles vont quand même s'entraîner. Alors moi je leur dis souvent, faites attention avec le sport, c'est bien de faire du sport, mais quand on rajoute de la fatigue sur de la fatigue, donc du stress sur du stress, très rapidement vous risquez de vous retrouver dans une situation qui pourrait être difficile à gérer, notamment un burn-out. Qu'est-ce que tu leur dis? Parce que tout le monde n'a pas tes capacités. Oui, c'est ça, Alors déjà, je leur dis de commencer doucement, parce que souvent, les personnes veulent commencer vite d'un coup. Tu sais, tu connais le truc des... Allez, je commence, je fais du sport tous les jours. Tous les jours et pendant 6 mois. Oui, d'accord, tu vas tenir 2 semaines, mais on le sait tous, mais c'est pas grave. Donc, je leur dis d'y aller doucement, et surtout, je leur dis de trouver un truc qu'elles aiment faire. Parce que tu vois, moi, la musculation, c'était une passion de base. Même si à la fin, j'en avais marre et je pouvais plus voir une barre parce qu'en fait, je n'avais plus la force physique pour soulever une barre. Donc, et tu vois, là, j'y suis retournée il y a 2 semaines et je me dis, mais pourquoi j'ai arrêté autant de temps? Oui, parce qu'elle a reprise. Voilà, elle pique. Mais en fait, il faut vraiment faire un truc que t'aimes. Ça peut être une activité, même pas forcément physique, mais ça peut être aller promener les chiens, ça peut être, ça reste physique, tu vois. Mais en fait, il faut trouver son truc pour juste s'aérer l'esprit. Et moi, c'était la seule manière à l'époque que j'avais trouvé de m'aérer l'esprit. Et effectivement, c'était physique et c'est là où du coup, ça n'a pas forcément été bénéfique pour moi parce que je me suis surentraînée et je me suis surfatiguée. C'est ça. Et à un moment donné, j'ai arrêté parce que je pouvais plus. Donc, je me suis mis au yoga, au pilates et j'ai fait du sport un petit peu plus doux, tu vois, des techniques un petit peu plus douces. Parce qu'en plus, j'avais des cours encore. Donc, je faisais mes entraînements, plus les cours, plus, enfin, tu vois, surcharge. Oui, je sais. Donc, c'est pour ça, les personnes, au travers des réseaux sociaux, souvent, elles viennent vers toi parce que, entre guillemets, tu es un modèle. Donc, ce qu'elles viennent chercher, c'est le modèle que tu as utilisé pour typiquement. Mais c'est du cas par cas. Tu vois, tu peux pas faire un modèle. Tu vois, c'est comme quand tu vas chez le coiffeur, tu demandes un truc, t'as pas les mêmes cheveux, t'auras jamais le même résultat. Mais là, c'est pareil, c'est vraiment du cas par cas. Et puis, en fait, je pense qu'à partir du moment
où tu as toi-même le déclic. Moi, j'apporte les outils, comme toi, je pense que tu apportes les outils. Oui. Et la personne avec les outils, elle fait ce qu'elle doit faire. Si elle ne le fait pas, tu peux rien faire d'autre. Tu peux rien faire de plus. Tu en as parlé tout à l'heure, en tout cas, tu en as fait allusion, donc on va en parler. C'est les routines. Moi, à un moment donné, j'avais parlé de mes routines sur les réseaux. Qui sont les miennes. Donc, les personnes me disaient, mais comment tu fais? Moi, je dis, c'est mes routines, en fait. Ouais. Et en formation, je le vois bien, les personnes me disent, mais est-ce qu'il faut faire tes routines pour forcément? Je dis, mais non, parce que mes routines, ça fait des années que je les fais. Ouais. Ensuite, il faut mettre de l'agilité dans les routines. Il y a des jours, tu es au top, des jours, tu es un peu moins bien. T'es fatigué, ouais. Mais ensuite, les routines que j'utilise, elles sont peut-être pas adaptées à ce que toi, tu es capable de faire. Et c'est ça qui est difficile, en fait, d'expliquer aux gens. C'est-à-dire, tu es en train de leur expliquer que tes routines à toi, elles sont efficaces avec toi. Mais pas avec il faudrait peut-être que tu en mettes d'autres et ils te disent mais je comprends pas. Ouais. Parce que si c'est pas les routines, si j'utilise pas les tiennes, comment je vais faire pour avoir les mêmes résultats que moi? Mais qui te dit que tu dois avoir les mêmes résultats que moi? Ça. Il y a beaucoup de confusion autour de tout ça, dans l'accompagnement, dans le coaching notamment. Ouais. Le problème c'est que tout le monde veut, surtout avec les réseaux sociaux, tu vois un truc, tu te dis ok je veux la même chose. Tu vois, même sur l'accompagnement ou autre, ok, il y a plein de filles moi qui m'écrivent j'aimerais bien être coach et tout, oui il y a pas de souci, mais par contre forme-toi. Et de l'expérience. Moi, mon expérience de vie, je dois dire, m'a peut-être même plus servi que mes formations. Alors, les formations, je crache pas dessus. Hein. Évidemment, elles m'ont donné un cadre et des techniques et des outils. Mais honnêtement, si j'avais pas vécu tout ce que j'ai vécu, j'en serais forcément pas là où je comprendrais pas l'humain aussi bien. Je pense, tu vois. Donc, c'est vrai que c'est délicat de les amener dans un truc. En fait, il n'y a pas de règle, il n'y a pas un truc à proprement dit. Comme souvent, moi, elles me disent, alors là, je lui ai écrit quoi? Il m'a dit ça, je fais quoi? Mais qu'est-ce que toi, tu as envie de faire? Comme quand elles me disent, est-ce que c'est la bonne réponse ou la bonne solution? Mais il n'y a pas de bonne solution. Tu vois, t'as pas de bonne ou de mauvaise. C'est ce que tu décides à l'instant T, ce sera le bon truc pour toi, en fait. Tu le sauras après si c'était la bonne décision. Voilà, c'est ça. Et puis, à l'instant T, c'est ce que tu as décidé de faire, donc c'est que c'est le bon truc pour toi. Enfin, moi, je pars de ce principe-là. Les personnes veulent avoir du résultat avant d'avoir engagé le processus, en fait. Et c'est ça qui est... le problème, c'est que comme tu as tout rapidement de nos jours... Alors, c'est intéressant ce que tu dis, parce que les gens pensent qu'ils ont tout rapidement, mais en fait, ils se rendent compte que non. Non, tu peux rien avoir rapidement. Ça marche pas. À part gagner au loto, là, tu te dis, OK, c'est rapide, je voyais pas le truc arriver. Mais dans le développement personnel, en fait, le dépouillement personnel, moi, j'utilise un autre terme, mais non, en fait, tout prend du temps. Et ce qui prend le plus de temps, c'est la découverte de soi. En sachant que ça va prendre beaucoup de temps, parce que ça va durer toute la vie. Mais c'est ça. Parce que dès que tu te dis, c'est OK, après tu dis, non, là, en fait, il y a un truc qui va pas. Je sens qu'il faut que j'aille voir. Et c'est là un coaching où tu le vois, la personne dit, à ton avis, Thierry, ça va durer combien de temps? Toute ta vie, en fait. Ah bon? Ouais, mais c'est ça. On dirait que c'est comme une boîte de Pandore et ils se disent, OK, j'ouvre la boîte de Pandore et je vais savoir. Mais non. Alors, quand on fait un travail sur soi et qu'on commence à se régaler à l'intérieur de ça, là, on découvre par soi-même que ça va durer longtemps et toute sa vie. Et c'est là où on commence à prendre du plaisir, en fait. Oui, et puis tu lâches l'affaire. Tu sais, le lâcher prise. Voilà. Tu lâches l'affaire parce que tu dis, de toute façon, qu'est-ce que je vais me prendre la tête? Je sais que... Voilà, c'est pas la peine. Le lâcher prise. Allez, troisième mot. C'est quoi pour toi le lâcher prise? C'est intéressant. Alors, vraiment. pour moi, le lâcher prise, c'est... Je pense que c'est un des trucs les plus durs à faire. Pourquoi? Parce que tu peux pas le faire consciemment. D'accord. Pour moi, personnellement. Bien sûr. Parce que moi, j'ai réussi à le faire quand vraiment j'étais au bout du bout du bout. Et souvent, quand elles me disent, par exemple, oui, mais là, je comprends pas, ça s'arrête pas. Ou voilà, j'ai souvent ces messages-là sur Instagram. J'ai un enchaînement tout le temps de problèmes, ça s'arrête pas, ça fait des années. Et moi, je leur réponds parce que t'es pas encore au bout. Et ça, elles se comprennent pas. Non, mais comment ça? Ça fait 5 ans que je galère. Évidemment que je suis au bout. Bah non, en fait. Parce que tu vas avoir encore des épreuves jusqu'à temps que tu dises, OK, stop. Je lâche l'affaire. Okay. Et pour moi, c'est ça le lâcher prise. C'est quand t'es pas encore arrivé au bout du truc. Alors, il y en a qui vont attendre 10 ans. Et c'est l'ego qui te tient aussi, tu vois. J'imbrique l'ego là-dedans parce que je me dis que du coup, en tout cas, c'est mon cas, ton ego te dit non, lâche pas l'affaire, lâche pas l'affaire, lâche pas l'affaire, lâche pas l'affaire. Puis à un moment donné, tu dis, tu sais quoi? Moi, c'est à partir du moment où j'ai lâché l'affaire sur une procédure où je me suis dit, tu sais quoi, ils veulent pas lâcher l'affaire, très bien. De toute façon, je vais pas me battre pour ça. Moi, je sais qui ils sont. Je sais ce qu'ils ont fait, il n'y a pas de souci. On arrête là, je laisse tomber. Qui garde ce qu'il garde, il n'y a pas de problème. Et ben en fait, bizarrement, les choses se sont décantées. Dès que tu as lâché l'affaire, dès que j'ai lâché l'affaire, ça s'est apaisé. Ouais, ça s'est apaisé. Alors apaisé, c'est un grand mot, mais en tout cas, voilà, ça s'est délié et tu vois, le fil a commencé à être tiré pour que le truc se détache, quoi, entre guillemets, tu vois. Ouais, dès que tu as décidé en fait de ne plus combattre. Ouais. Donc, de ne plus être en opposition. La nature, pour utiliser ce mot, a fait son travail. Oui, c'est ça. Et puis, c'était vraiment une décision en plus judiciaire, où je me suis dit, bon, là, il faut que je prenne une décision. Donc, c'était un truc vraiment concret. Et à partir du moment où j'ai dit, bon, allez, tu
c'est quoi, c'est bon, je me suis battue, ça fait 5 ans que je me bats. J'ai fait mon taf. J'ai fait mon Non, mais taf, c'est donc intéressant bon. dans ta définition parce que donc c'est pas quelque chose que tu vas décider de faire en conscience. Non. Sur un moment donné, Ouais. c'est presque de l'intuition. Mais c'est ça. C'est de la... Tu vois, c'est bête, Non, mais non, non, on c'est pas ramène ça à bête, la c'est pas- manifestation. Ouais, oui, complètement. Non, non, Au très bien. final, tu lâches l'affaire et comme tu lâches l'affaire, bah, l'univers te donne comme un cadeau, tu vois. Et il te dit, ok, bah, c'est bon. Ok. T'as fait du travail, t'as avancé, t'as compris que ça servait à rien de te battre. Enfin, pour rien, hein, voilà. Donc, hop, c'est bon. Ouais, c'est ce que j'avais fait dans Voilà. un poste que j'appelle la pronoïa, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'univers est en ta faveur. Mais c'est ça. Ça vient contrer la paranoïa. Moi, ça, j'en suis convaincue, tu vois. Même quand il y a des trucs durs, je me dis toujours que c'est pour toi. Même les pires trucs, tu vois. Mais moi, je suis convaincue que c'est pour toi. Parce que, tu vois, je serais jamais là si c'était pas passé tout ça. Ouais, Mais bien j'en sûr. suis persuadée, en fait. Et j'éduquerai pas ma fille comme je l'éduque maintenant. Avec les valeurs que je lui inculque, avec aussi, tu vois, les choses que je lui amène, comme la confiance, tu vois. Comme je vois qu'il y a beaucoup de femmes qui ont des problèmes de confiance et d'estime, bah moi, toute petite, je lui ai amené des trucs de confiance. Mais hors physique, tu vois ce que je veux dire? Super sujet Ouais, hors physique. Vraiment très important pour moi. que j'aborde en permanence en ce moment, mais vraiment partout, celui des enfants. Hmm. Tu vois, la personne ou le parent qui te dit, Thierry, j'ai pris une séance avec toi parce que mon fils n'a pas confiance en lui. Ma fille n'a pas confiance en lui. Je dis, mais c'est pas pour lui que tu aurais dû prendre la séance, c'est pour toi. Ouais. Plus tu as confiance en toi, plus tu vas lui montrer, tu vas agir en fonction et ton Voilà. enfant va te voir agir. Ça, c'est super important que les gens comprennent ça, en fait. C'est-à-dire une Ouais. incompétence, entre guillemets, Ouais. qu'on va observer chez un enfant, c'est une compétence qu'a pas pu lui transmettre ses parents, tout simplement. Mais c'est ça. C'est D'accord. ça, l'enfant, il va juste réitérer, tu vois. Moi, c'est vrai que je travaille beaucoup avec les réseaux et je suis beaucoup sur mon téléphone, je vais pas mentir, hein, je le suis. Eh ben, tu vois, elle a un petit téléphone en plastique, puis des fois, et je lui dis, hop, hop, hop. Mais tu vois, mais c'est bête, elle réitère, mais c'est pareil pour tout. Donc ça, c'est des choses que moi, j'essaye de... Voilà, j'appuie dessus parce que c'est important pour moi. Et je l'aurais pas éduquée comme ça, je pense, si Bien c'était sûr. pas arrivé, tu vois. Et oui, elle va profiter de tout ce que tu as vécu, de toutes tes J'espère, expériences. Mais oui, j'espère, c'est ça. j'espère. Mais sans animosité, tu vois. Ah, bien sûr. J'y ai jamais eu, justement, avec tout ce qui s'est passé. Je l'ai jamais amené dans un état d'animosité vis-à-vis de ces personnes-là, ou je l'ai jamais engrainé dans un état pas du tout, au contraire, tu vois. Moi, je veux absolument que chaque personne puisse se faire son avis et surtout elle, parce qu'elle est au centre, en fait. C'était le centre, du coup, de tout ce qui s'est passé. C'était le noyau. Oui, bien sûr. Et voilà, c'est super important, mais surtout qu'elle ait confiance en elle et qu'elle puisse avoir les outils pour se comprendre, tu vois. C'est hyper important. Dans tes accompagnements, tu parlais du fait que tu as beaucoup de couples, enfin en tout cas d'histoires de couples. Il y a aussi donc, des enfants qui se trouvent souvent ou pas dans les histoires? Oui, il y a des enfants. Alors moi, je travaille pas sur les enfants. Non. Si c'est pas ma fille. On te demande des conseils peut-être par rapport à ça? Alors, pas forcément. On me dit souvent, ça c'est l'excuse, et je dis vraiment que c'est une excuse, c'est non, je veux pas quitter la personne parce qu'il y a les enfants. Alors ça, je l'entends, mais fois 1000. Et je dis, mais ça, non. Parce que l'enfant, tu sais comme moi, il ressent tout, il voit tout. T'as pas besoin de lui parler. Oui, mais devant les enfants, on fait tout bien. Mais derrière, il le ressent, en fait, que c'est tendu. Même devant, là. Mais bien sûr, même si tu fais semblant. Et déjà, est-ce que si tu mens à ton enfant, tu sais ce qu'il va faire plus tard? Il va te mentir. Tu veux qu'il te mente? Ah bah non. Bah alors pourquoi tu lui mens, toi, dès le départ? Tu vois? Et moi, ça, c'est un truc que j'ai vraiment du mal parce que je me dis, mais pourquoi essayer de lui mentir et de lui montrer une réalité qui n'est pas la bonne? Tu vois, c'est comme les Disney qu'on nous a mis quand on était petits. Ah, la princesse, le prince charmant, blablabla. Tu sais très bien qu'il n'y a pas de cheval blanc, qu'il n'y a pas de prince. Tu vois que la réalité, elle n'est pas comme ça. Heureusement, j'ai envie de te dire aussi, tu vois. Et ben là, c'est pareil. Tu vas pas lui montrer une famille qui soi-disant est OK, alors qu'en fait, ça ne l'est pas. Pour les préserver, tu les préserves pas. Oui, mais c'est ça. C'est juste parce que toi, t'arrives pas à passer l'acte, en fait. Ou souvent, on me dit, non, mais il a un âge où il comprend pas. Il comprend tout. Oui, surtout en dessous de 7 ans, tu sais très bien qu'il est en bêta, et enfin voilà. Ouais, puis il est tout qui plus est, en plus, il capte tout au niveau émotionnel, il intègre tout par les émotions, par son système nerveux, donc il comprend tout de toute façon. En tout cas, la manière dont il le perçoit, ça va développer chez lui une intelligence, donc une compréhension qui va faire qu'ensuite, dans le cadre de son éducation, bien évidemment, bien sûr, ça va avoir beaucoup de répercussions, tout ça. Ok. Donc tu dirais quoi, toi, aux parents aujourd'hui? Tu leur dis quoi aux parents? Prenez vos responsabilités. C'est ça. En fait, prenez vos responsabilités, ça va pas dans votre couple. Faites tout pour que ça marche. Déjà, il faut savoir où tu veux aller avec la personne. Parce qu'il y en a, ils savent même pas où ils veulent aller.
Donc déjà, est-ce que tu veux rester avec? Est-ce que tu veux pas rester avec? Si tu veux te mettre avec quelqu'un, il faut que tu saches que la possibilité, c'est que du coup, cette personne puisse te quitter. Tu vois, donc déjà, il faut savoir ça. Et ensuite de ça, si tu as les enfants au milieu, bah, fais tout pour que les enfants soient OK et que ça se passe bien avec eux, tu vois. Mais en fait, le but, c'est pas de faire semblant de protéger l'enfant pour se déresponsabiliser de la chose et rester dans un cocon. Moi, j'aime bien appeler ça un cocon, du coton. Je dis toujours mettre un peu la famille dans du coton. Mais c'est du coton, au final, quand le coton, il va s'effilocher, ça va faire quand même mal, tu vois. Tu vas te prendre le sol, de toute façon. Donc, tu peux pas non plus éviter aux enfants de souffrir. Et pour moi, c'est justement pire de faire ça que d'être honnête. Et oui. Donc, en fait, comment on fait? Parce que moi, tu vois, en formation, souvent, c'est pas qu'on me le reproche, mais je dis, l'idée, quand tu rentres en relation, c'est de perdre le moins de temps possible. Donc, c'est pas très glamour comme explication. Donc, moi, j'ai des livrets, tu vois, livrets sur les besoins, les valeurs, l'expérience. Donc, la personne, elles font leur livret, c'est très académique. Et je dis, tu vas le faire aussi à la personne en face de toi. Ouais. Et comme ça, au bout de 5 minutes, enfin, 30 minutes, tu sais, en fait, tu compares et puis tu dis, oh, ben non, on va pas y aller, en fait. En fait, c'est pas bon. Tu vois, bon, alors, il faut pas exagérer parce qu'après, effectivement, il faut quand même vivre un petit peu l'expérience. Mais ça serait quoi, en fait, la solution? Il n'y a pas de solution, mais typiquement, de quelle manière je devrais démarrer une relation pour toi? Tu en parles souvent dans tes vidéos, tu fais allusion à tout ça, mais... Attends, c'est un piège. Ah ouais. Non, mais je dirais que c'est la confiance et puis l'honnêteté pour moi. Confiance, honnêteté, il faut que tu aies les mêmes valeurs, il faut que tu arrives à, tu vois, être sur le même diapason. Enfin... On va remettre l'intuition dont tu as parlé tout à l'heure. Ouais, il y a les intuitions, ça c'est pour moi évident. Et puis, en fait, moi je dis toujours quand ça part trop vite, ça s'éteint trop vite aussi. Ok. Tu vois, quand pour moi il y a un truc qui est comme la love story machin, ah bah tu peux être sûr que dans 2 mois c'est fini, quoi. Tu vois. À quel moment tu te dis, ou tu pourrais te dire, et à partir de quel indice ou signe, tu pourrais te dire, là il faut pas que j'y aille. Et à l'inverse, là ça vaut quand même peut-être le coup de tenter. Déjà quand la personne se comporte mal avec les personnes autour de lui, devant toi. D'accord. Ça, pour moi, c'est un truc où c'est pas possible. Ou quand tu sens dans son environnement, donc on parlait des personnes qui l'entourent, que ces personnes-là se comportent mal avec toi, okay. Que cette personne ne dit rien. Ou tu vois, pour moi, l'environnement est très révélateur de la personne. C'est ce qu'on disait. Oui. Sans que la personne te le dise. Parce que lui ou elle, ce qu'elle va te dire, c'est ce qu'elle a bien envie de te montrer. C'est le masque qu'elle porte, c'est normal. On porte tous des masques. Donc il suffit d'observer la personne dans son environnement. Pour moi, observe la personne dans son élément, dans son environnement naturel. C'est pour moi le meilleur. Ouais. Déjà, c'est une source d'information. C'est ça, une grosse source d'information. Tu vois comment il est et voilà. Et là, déjà, tu vas avoir une idée sur sa façon de fonctionner, notamment déjà sur les valeurs, parce que typiquement, son rapport à l'autre, ça donne beaucoup d'informations sur ses valeurs, de quelle manière il se comporte, de quelle manière il parle des autres. C'est ça. Okay. Donc ça serait la première étape. Pour moi, ça, c'est important. En tout cas, pour moi, ça en dit long sur quelqu'un. D'accord. Tu vois. Que ce soit même, par exemple, par un manque de confiance, tu sais, les gens qui rigolent beaucoup, qui font tout le temps beaucoup de blagues, ou qui sont, tu sais, qui essayent d'esquiver un peu les trucs. Pour moi, ça aussi, c'est pas méchant, c'est pas mauvais, négatif, mais ça montre quelque chose chez la personne. Okay. Donc ça déjà, après c'est peut-être parce que moi je détecte les trucs donc je vois rapidement les choses, mais quand la personne se comporte mal ou quand, je sais pas, t'es au restaurant et puis la serveuse est pas très sympa, tu vois, et du coup là la personne va mal parler d'elle, tu te dis oui bon ça va quoi, enfin tu vois, pour moi c'est des choses qui sont importantes, tu vois. Et donc imaginons que j'observe l'environnement et dans l'environnement quand j'observe la personne je me dis bon, a priori ça pourrait coller. Ouais, ok. Deuxième étape. Et de savoir si elle est ok aussi. Dans la relation un peu plus intime. C'est-à-dire, pas juste mon observation de la personne dans l'environnement, ensuite de ma relation avec elle. Déjà, les valeurs, pour moi, c'est important. Si tu n'as pas les mêmes valeurs, ça ne fonctionnera pas. Si tu n'as pas la même vision. Et comment on fait pour arriver à l'identifier ça? Parce que c'est ça que les personnes ne font pas généralement. Je pense poser des questions, poser un maximum de questions. Ouais. Apprendre à connaître l'autre, mais pas sur des trucs, par exemple, t'aimes bien le chocolat, t'aimes bien la vanille, tu vois ce que je veux dire? C'est plus quelles sont tes blessures, t'as vécu quoi dans l'enfance, tu vois, c'est bizarre, hein, mais pour moi, c'est le genre de questions où effectivement, si la personne se livre facilement ou si elle te dit des choses qui la touchent, déjà, tu peux te dire qu'elle se livre à toi, et puis de deux, ça te donne un peu une petite idée de ce que tu vas peut-être pouvoir vivre avec la personne, tu vois, si elle n'a pas travaillé sur elle aussi. Parce que tu as des gens qui ont déjà bossé sur eux. Et tu vois, on est dans des cas... mais pour moi, c'est important de poser les bonnes questions. Ben oui, c'est ça. Alors, j'ai fait un post. Moi, il y a une personne qui m'a laissé un commentaire. C'était en référence à ça. Ouais. Et la personne me dit, mais si je fais ça, Thierry, il n'y a plus personne dans mon environnement. Tant mieux. Oui, mais tant mieux. Parce que ça veut dire peur de se retrouver seul. Mais oui, en fait, c'est la peur du rejet, de l'abandon. Mais le problème, c'est qu'en fait...
Moi, c'est quelque chose que j'ai jamais compris. Parce que moi, j'aime tellement être seule que du coup, j'adore être seule. Pourquoi ? Parce que je sais que les personnes qui sont autour de moi, j'ai pas beaucoup d'amis, mais les personnes qui sont autour de moi, c'est des amis sincères. Et tu vois, quand j'ai eu tous ces problèmes de procédure judiciaire, j'ai eu plein de témoignages contre moi de personnes, enfin, t'imagines bien. Et là, j'ai dit, ah ok, d'accord. Bah, je vois qui est qui, en fait. J'ai pas besoin de voir plus. J'ai pas besoin, tu vois, voilà. Et donc, c'est un cadeau de la vie. Moi, je dis toujours, si tu perds des personnes, c'est que c'est un cadeau de la vie. C'est tout simplement qu'elles t'ont montré ce qu'elles te montraient au bout de quelques mois. Parce que c'est pareil, il faut que ça tienne sur quelques mois aussi quand les gens t'apprennent à connaître les gens. Ou sur une relation, tu dois quand même... Pour moi, il y a quand même 6 mois. Pour moi, personnellement, il y a toujours 6 mois d'essai. Tu vois ? Faire un essai des 6 mois. Bien sûr. Parce que tu peux pas... Tu peux pas connaître quelqu'un rapidement et tu peux pas, si t'es pas tout le temps avec la personne, tu peux pas la jauger, entre guillemets. Alors encore une fois, c'est horrible, mais moi, ce que je leur demande de faire en coaching, je leur dis, bon les filles, on note tout. Vous avez un date avec ? Ok, tu notes, tu rentres et tu notes. Ok, il a fait ça, ça c'est bien, ça c'est pas bien. En fait, c'est t'éloigner de l'émotionnel, de ce que tu ressens quand t'es avec la personne et d'être factuel. C'est horrible, j'en suis consciente, tu vois. Mais... Non, mais c'est de mettre du rationnel dans l'irrationnel. Voilà. En fait. Et du coup, des fois, tu prends juste du recul et tu te dis, ah oui, en fait, oui, bon, ça, tu vois, voilà. Ou tu vois, ce qui est à la mode, là, je vois ce qu'elles ont souvent, et c'est très bizarre, c'est qu'elles tombent sur des mecs qui font un peu du love bombing. Donc, en gros, c'est, je te parle pendant des heures, je t'écris toute la journée, je t'appelle 4 heures le soir, et puis d'un coup, bim, je te donne plus trop de nouvelles. Manipulation. Voilà, manipulation émotionnelle. Et puis après, elles se disent, mais attends, pourquoi il m'écrit plus ? Mais je sais pas, oui, mais pourtant, je l'ai invité à boire un verre, on a bu un verre, c'était sympa, machin. Donc, elles se posent 1 milliard de questions. 1 milliard de questions. Et moi, je leur dis juste, mais du coup, là, c'est juste que le coco, lui, il avait un petit problème d'ego, il a un petit problème avec lui-même, et qu'il avait besoin de savoir si t'étais attaché. Une fois qu'il a eu son poisson, il se dit, allez, salut, je passe à une autre. Et ouais, c'est les stratégies, en fait. C'est les stratégies. Il faut arriver à comprendre les stratégies psychologiques. En exactement. Fait. Quand on a compris ça, mais c'est ça. Et tu vois, ça, j'ai même compris, moi, dans une dernière relation. Parce que ça m'est arrivé. Et je me suis dit, ah, ok, super. Donc, tu vois, et quand tu comprends ça, tu dis, waouh, c'est compliqué, quoi. Parce que tu ne vois pas arriver. Mais quand elle t'explique le truc, tu dis, mais c'est sûr, là, tu passes des heures au télé. Et puis, en plus, tu te rends disponible pour la personne. Donc, tu vois, tu veux pas. Il faut que tu sois disponible pour toi. Bien sûr. Donc, voilà. C'est pour ça qu'il faut travailler sur soi. Alors, pour revenir sur ce que je te disais, quand la personne me dit si je fais ça, j'ai plus personne dans mon environnement. Oui. Et quand je leur dis alors à ton avis, c'est quoi la solution ? Les personnes ne savent pas. Je dis pourtant la solution elle est simple. Ouais. Tu dois juste changer d'environnement. Mais oui, bien sûr. Et c'est ça qui fait peur en fait. Ouais. Tu dois changer d'environnement. Mais parce qu'ils savent pas où aller. Voilà. Quand je leur dis vous faites quoi, c'est quoi vos hobbies, qu'est-ce que vous faites ? Je vais au travail, je regarde Netflix, ok, mais t'as pas un truc que tu fais ? Genre, il n'y a pas un truc, une passion, un truc que t'aimes bien faire. Sport, tu vois, moi, c'est la poterie, mon truc, le cheval, enfin voilà. Non, mais tu vois, voilà. Mais en tout cas, je fais des trucs, quoi. Et tu vas rencontrer des gens dans ces environnements-là. Exactement. Et les gens de ces environnements-là, ça va être des gens qui vont être connectés sur le même univers que toi, entre guillemets. Alors après, je dis pas, tu vas pas forcément connecter avec eux. Mais en tout cas, ça sera déjà mieux que des gens que tu vas rencontrer sur des sites. Moi, je déteste les sites de rencontres, par exemple, parce que pour moi, c'est un nid à fond de tiroir, tu vois. C'est méchant de dire ça, mais pour moi, c'est ça. Donc, du coup, tu tombes. Alors, mon frère a rencontré sa femme sur un site et ils sont heureux, ça fait 15 ans, 20 ans et tu vois, voilà, mais c'était il y a 15-20 ans, il a fait exprès, tu vois. Ouais. Ça, c'est l'exception. Pour te dire Lorraine, tu vois. Tu vois, tiens, allez. Mais c'était il y a 15-20 ans, donc du coup, je pense que c'est plus non plus les mêmes générations, mais les générations actuelles, honnêtement, enfin moi, de ce que je vois, je me dis, oh là 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 là. Donc, ce que je retiens, c'est ce que je fais moi aussi avec les personnes d'accompagnement, mais déjà essayer d'aller dans des groupes dans lesquels tu vas partager ta passion. Ouais. Des personnes qui partagent déjà des mêmes passions. Ouais. À l'intérieur de ça, tu vas trouver des personnes qui vont partager les mêmes valeurs, tu vois, ça. Peut-être, oui. Et peut-être aussi les mêmes croyances. Ouais. Et là, déjà, tu fais un truc qui est naturel, en fait, sans forcer. Mais ça, c'est difficile à faire. Voilà. Mais c'est très compliqué. Parce que les personnes, déjà, c'est quoi mes passions ? On en revient à ce qu'on disait au début, c'est ça, qu'est-ce que tu fais pour toi ? Voilà, et c'est quoi mes besoins ? Voilà. Les personnes n'ont pas conscience des besoins qu'elles couvrent le matin quand elles vont travailler, quand elles vont rencontrer des personnes, elles n'ont pas conscience de ça. Donc, identifie tes besoins, ça peut être déjà un bon point de départ. Ouais. Et puis, il y a beaucoup de personnes, tu vois, là, j'ai quelqu'un en tête qui, à la venue d'enfants, a arrêté ses hobbies, ses passions, et du coup, bim, le couple, il n'y a plus de couple. Oui, forcément, parce que du coup, tu te concentres plus sur toi, et du coup, tu es tout le temps avec l'autre personne. Donc, tu découvres aussi réellement l'autre personne,
Donc voilà, il faut juste te reconcentrer sur toi et que toi, tu sois heureux avec toi-même. Si toi, tu es heureux avec toi-même, tu es heureux avec les autres. En partie, tu vois, pour moi, c'est ça. Et le problème, c'est que tu te concentres pas assez sur toi, donc forcément, Voilà, c'est quelque chose que les personnes, la plupart des personnes, pas toutes, ont du mal à comprendre, parce que moi, je le fais aussi passer comme toi, ce message, c'est que tant que tu n'es pas en capacité de vivre seul, tu ne seras pas en capacité de vivre avec quelqu'un. Mais non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et tu vois, il y en a beaucoup qui enfin, je pense même quasiment tout le monde ne supporte pas être seul. Mais vraiment, c'est une angoisse pour eux. Moi, c'est un truc que je comprends pas parce que moi, j'ai toujours bien aimé être seule. Et quand j'ai pas aimé être seule, je savais pourquoi. Parce que j'étais angoissée, j'avais besoin de réconfort ou j'avais besoin en fait de pas penser à tout ce qui se passait dans ma vie pour pouvoir trouver des solutions. Tu as appris à vivre seule petite dans ton éducation? J'ai jamais vraiment eu beaucoup d'amis, ouais. D'accord. Ouais. J'ai jamais vraiment eu beaucoup d'amis, ou en tout cas les amis que j'ai eus, ça a été des amis que j'ai gardés sur le long terme. D'accord. Mais j'ai jamais été entourée de beaucoup d'amis, de beaucoup de personnes, non. Et j'étais très bien comme ça. Okay. Parce que quand j'étais entourée de trop de personnes, soit il y avait de la jalousie, soit il y avait des histoires, et moi je déteste le conflit. Donc du coup, je m'éloignais toujours de ça, parce que ça me stressait. Et du coup, j'étais très bien, moi, toute seule avec moi-même. Voilà, ça m'a jamais dérangée. Après, c'est vrai qu'il y a des périodes de ma vie, comme par exemple ces 5 ans-là, où je me suis entourée de beaucoup de personnes. Et bizarrement, de beaucoup de personnes qui n'étaient pas forcément bonnes pour moi. Pourquoi ? Parce que j'ai pas choisi, j'ai pris. Allez, vas-y, oui. Je veux pas être seule parce que c'est bon, j'en ai déjà plein la tête, donc je comble. Mais en fait, non. Non. Ok. Voilà. On va super. Donc, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose ? Parce que tu vois, regarde. Ça passe très vite. Je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour ? Ouais. Ok. Ouais. Ça serait quoi le message aujourd'hui que tu souhaiterais faire passer aux personnes qui typiquement te contactent aujourd'hui sur les réseaux, sur Instagram notamment, ou sur TikTok, ou qui souhaitent rentrer en contact avec toi et qui ne peuvent pas toutes parce que tu as un emploi du temps qui est très chargé. Ouais. Dans l'attente, qu'est-ce qu'elles pourraient faire pour continuer à avancer, celles qui sont en insécurité, qui sont dans des états de stress chronique, en période d'anxiété, qu'elles ont du mal à réguler? De prendre soin d'elles. De poser des jours de congé, d'aller se faire masser. Ouais. Non, mais c'est des choses bêtes, en fait. Mais de prendre du temps pour soi. Ouais, ça, c'est très important. Ne serait-ce que 2 heures, en fait. Ouais, c'est ce qu'on évoquait. Couper le téléphone. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Tu m'as dit qu'au mois d'août, tu allais prendre beaucoup de temps pour toi. Tu as besoin de ça pour te ressourcer. Ouais. Donc, pour toi, c'est ça, c'est ça qu'il faut faire. Ouais. En fait, j'ai compris avec le temps que si tu ne fais pas de pause, tu fais pas de pause avec ton système nerveux. Et si ton système nerveux, il est tout le temps sous tension, bim, allez. Et après, problème de santé, parce que c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé des problèmes de santé liés à tout ce stress, mais au final... Oui, la somatisation, bien évidemment. Voilà, exactement. Un système dérégulé, ça va produire derrière des maladies graves, jusqu'à des maladies mentales, puisqu'on parlait de mental tout à l'heure. Ouais. Donc, il faut faire très attention à ça. Ouais. Donc, en attendant d'avoir un rendez-vous avec Lorraine, voilà. Prenez soin de vous. Allez vous faire masser. Mettez-vous en énergie parce que vous allez en avoir besoin ensuite à l'accompagnement. C'est ça, je vais vous épuiser. C'est ça ? Non, je suis sympa, mais en fait, je trouve que je suis... Je dis toujours que je suis confrontante, mais c'est pas mauvais, c'est pas méchant. C'est juste que je te confronte à ce que toi, tu veux pas voir, parce que je sais très bien ce que tu veux pas voir et je sais très bien que ce que tu veux pas voir, c'est ce qui va te faire avancer. Et moi, j'ai toujours dit, en fait, ce qui m'a fait avancer dans la vie, c'est pas le fait de me dire, OK, je vais gagner une compétition, je vais être la meilleure, je vais être la plus belle, Non, c'est en gros, OK, j'ai souffert, je me souviens que j'ai souffert, donc du coup, je ferai plus les mêmes erreurs. Donc en fait, c'est toute ma souffrance, moi, qui m'a permis d'évoluer. Et ce que j'ai juste envie de leur faire comprendre, c'est que la souffrance qu'elles ont à l'heure actuelle, c'est ce qui va leur faire permettre c'est ce qui va leur permettre tout simplement d'évoluer, d'avancer. Mais c'est pas le fait de se donner un objectif de je vais aller mieux, je vais être plus belle, je vais être si. Non, c'est pas ça. Ça, c'est des faux, tu vois, des faux objectifs pour moi. Donc comprendre la souffrance comme un message, des messages, des signes qui te sont envoyés pour continuer à progresser, à évoluer. Ouais. Et puis te dire que cette souffrance-là, c'est ton moteur. Pour moi, ça a été mon moteur. Ouais, c'est ça. Ça a été mon moteur, vraiment. Ah, c'est fort ce que tu dis là. Tu vois, la souffrance, c'est ton moteur. Là, pour moi, le moteur, c'est ça. C'est pas les compétitions. Pourtant, j'ai gagné des compètes. J'ai fait championnat de France, j'ai fait équipe de France, j'ai fait Europe. J'ai pas pu faire monde parce que je suis tombée enceinte, mais j'ai fait des grosses compètes. Et toutes ces gloires, entre guillemets, les paillettes. En plus, paillettes, nous, on était, tu sais, en bikini, t'es vachement paillettes, très féminin et tout. Mais en fait, je n'en retire rien de ça.
à part toute la préparation physique et le travail musculaire qu'il y avait derrière, et le travail mental, mais en fait, j'en retire quasiment plus rien par rapport à toute la souffrance que j'ai eue. Dans la préparation. Ouais, ou même psychique et mentale sur toutes les procédures et tout ce que j'ai dû vivre après à côté. Et c'est là où il y a la dimension spirituelle, en fait, qui arrive, en fait. Ouais. On prend conscience qu'on est dans de la spiritualité. Ouais, exactement. Enfin, on y met le mot qu'on veut, mais... Tu te rends compte, en fait, personnellement, que moi, ma souffrance et ma tristesse, ça a été mon moteur. C'est dur. Je me rends compte en le disant, c'est hyper dur de dire ça. Mais personnellement, moi, ça a été ça. Ouais, mais c'est un message qui est très fort. C'est-à-dire que pour les personnes qui sont aujourd'hui dans ces états et qui ont du mal à le vivre, il faut qu'elles arrivent à l'appréhender peut-être différemment. Parce que c'est la perception et la compréhension qu'on met sur les choses qui vont faire qu'ensuite, on va développer une croyance qui va nous bloquer ou nous permettre de continuer à évoluer. Ouais. Plus tu te dis, par exemple, il y a plein de gens qui ont vécu des deuils et des décès. Et ils me disent, mais je m'en remettrai jamais, je m'en remettrai jamais. Et je me dis, mais moi, j'en ai vécu deux. De deux personnes chères à mon cœur, avec qui j'ai vécu. Et au final, j'en suis sortie encore plus forte, quoi. Oui, donc, c'est possible. Mais il faut que cette tristesse-là, ce truc hyper dur et violent, t'as rien de plus violent que de voir quelqu'un que t'as toujours connu, avec qui t'as fait un enfant, tu vois, dans un cercueil, quoi. Mais de ça, il faut que t'en sortes tout le reste, en fait. Bien sûr. Parce que si tu fais pas ça, tu vas rester dans ton état d'être. Bien sûr. Dans ta souffrance, dans la mauvaise souffrance. Juste pour finir, puisqu'on parlait du corps et de l'esprit, et on n'en a pas paré, le yoga. La place du yoga dans ta vie. J'adore le yoga. J'adore. Mais oui, la place du yoga dans ta vie. Ouais. Je sais même pas comment le décrire. Tout ce qui est, comme je t'ai dit tout à l'heure, tout ce qui est pranayama, donc tout ce qui est exercice de respiration, ça, je le fais régulièrement. Ça me permet de me calmer, de m'apaiser, ou le matin. Tu vois, je le fais le matin en me réveillant. Je fais beaucoup aussi de mantras. Tu sais, je me répète beaucoup de mantras. On peut dire que c'est des prières, si tu veux. Tu vois, avec le mala, en yoga, on a des malas. C'est un peu comme des chapelets. Et c'est beaucoup des affirmations. Donc, tu vois, ça rejoint aussi un petit peu le développement personnel avec les affirmations positives. Et puis après, tu as tout ce qui est asanas. Donc, ça, c'est tout ce qui est posture physique, donc de yoga. Et c'est vrai que c'est un sport qui est génial. Et c'est même pas un sport pour moi, c'est une pratique, tu vois. Ça. Mais je le mets dans le sport parce que je t'assure que tu as des courbatures. Donc, c'est quand même un sport. Mais pour moi, c'est vraiment une pratique qui est complète. Et pour moi, le yoga, c'est... Qu'est-ce que le yoga, pour moi, c'est vivre, c'est la vie. Tu vois, on vit yoga, quoi. Tu respires, tu bouges ton corps, tu manges, tu vois. Un mode de vie. Ouais, c'est un mode de vie, ouais. Et ça m'a appris plein de choses, notamment sur mon corps et sur mon esprit, parce que c'est pareil, quand il faut que tu sois ancré dans des postures en yoga, il faut que tu sois sûr de toi, il faut que tu sois, tu vois. La respiration, et bizarrement, c'est pas en étant dans le stress que tu vas être ancré au sol, c'est en lâchant prise. Tu relaxes ton corps et c'est là où tu tiens beaucoup mieux dans le sol. Alors, c'est intéressant parce que tu as pratiqué plusieurs sports comme moi. Et souvent, quand on compare les sports, c'est là où on se rend compte que d'un sport à l'autre, il faut développer des compétences qui sont complètement différentes. C'est ça. Tout à fait. Et alors, la différence entre la musculation et le yoga, c'est intéressant. La musculation, tu vois, je soulevais des 120 kilos, des 80 kilos ou 90 kilos au squat, des trucs. Même moi, je me disais, mon préparateur à l'époque me disait, mais c'est pas possible, t'as une force énorme. Et moi, j'avais du mal à grossir. Et ça me saoulait parce que du coup, je soulevais et tout, je galérais. Et à un moment donné, je me suis rendu compte avec le yoga qu'au final, tous ces exercices de force, de puissance, alors c'est très bien pour la fibre musculaire, tu vois, et je continue juste pour ne pas perdre mon muscle, tu vois, en vieillissant, mais qu'au final, le lâcher prise, c'est ce qui t'ancre un petit peu plus dans le sol, et c'est ce qui t'ancre aussi toi dans ta vie, tu vois, de lâcher, d'être souple, tu vois. Le yoga, alors c'est pas que la souplesse, tu peux faire du yoga sans être souple, mais le fait de t'assouplir et de pas tout le temps être dans une rigidité sportive, ça te permet aussi de lâcher des émotions. Et tu sais, au yoga, il y a tout ce qui est chakra, il y a aussi les émotions, il y a le lieu au niveau des hanches, tout ce qui est émotionnel, etc. Et quand tu te rends compte de ça, que quand tu lâches des choses émotionnelles au niveau du mental, tu arrives à faire des postures en 2 secondes que tu n'as pas réussi à faire pendant 6 mois. Et là, tu te dis, ah ok. Donc là, le corps est vraiment connecté, quoi. Mais voilà, et tu parles d'ancrage. Moi, je parle il faut être ancré, en fait, dans la vie. Et pour les personnes qui font jamais de sport, moi, elles me disent, est-ce que tu penses qu'il faut que j'aille à la salle? Je dis, d'abord, tu vas commencer par marcher un petit peu tous les jours. Ça. Et ensuite, ce que je te préconise, c'est d'aller faire du yoga. Tu vois, arrête avec la salle. Marche. Autant pour les femmes que pour les hommes, d'ailleurs. Bien sûr. Parce que moi, j'ai beaucoup d'hommes qui font du yoga aussi en coaching et franchement, ils adorent. Parce que les gens, ils vont en salle, ils se fracassent, tu vois, ils commencent à soulever des barres, ils font un peu n'importe quoi. Ouais, mais c'est ça. Ils n'ont jamais fait de sport de leur vie et puis en 6 mois, ils veulent avoir encore. Non, en fait. Le problème, je pense, je sais pas si toi, tu as la même idée que moi, mais je pense que les gens se disent, ok, je suis quelqu'un de nerveux, il me faut un sport nerveux. Je suis quelqu'un de calme, il me faut un truc calme. Alors que pour moi, t'es quelqu'un de nerveux, il te faut un sport calme. T'es quelqu'un de calme, il te faut un sport un petit peu plus nerveux. Pour moi, c'est ça, mais ça, je l'ai compris sur le tard.
Ça s'appelle les expériences et puis l'apprentissage. Bon, mais Bravo, merci Lorraine. Ben, merci à toi de m'avoir Donc, à toutes les invité. bon, j'espère que les personnes, elles en sauront un petit peu plus maintenant sur toi. Et pour celles qui veulent en savoir encore plus, eh ben, on continue à te suivre, bien évidemment, dans tes vidéos un peu, Oui, un peu cash, un peu choc. mais gentil. Voilà, avec des commentaires pas toujours sympas, mais ça fait partie. C'est ça, ça fait partie des du réseaux. jeu. Voilà, Ouais. Après, tu génères aussi, justement, plus tu réveilles quelque chose chez la personne en général, et plus elle est censée comprendre que ça l'a touchée. Exactement. Mais merci à toi d'avoir accepté cette invitation. Et je te souhaite bien évidemment le meilleur pour la suite. Merci. À toi à aussi, bientôt. Thierry. Ciao. Ciao.